Bonsoir. Ok, voilà, autant pour moi. Ben voilà, ça c'est fait. Ok, donc, bonsoir à tous les amis. Bonsoir David. Bonsoir. Voilà, ouais, ouais, en plus Mathéo, au début je t'ai pas cru parce que comme tu fais des blagues en général sur ce genre de brol, j'étais pas sûr. Donc voilà, merci d'être là pour le 11e épisode de Futur Immédiat, épisode sur l'économie de l'attention, qui est notre clap deuxième, comme je disais, puisque David me fait le plaisir de me redonner sa chance, puisqu'il était l'invité de l'Apocalypse, la fameuse émission qu'on n'a jamais été capable de faire. Et donc voilà, je suis très très content. Salut Thierry, je suis vraiment très content de te recevoir ce soir, surtout que le sujet m'est particulièrement cher. C'est un vaste sujet, l'économie de l'attention. Comme je le disais sur Facebook, on va très probablement se concentrer sur une partie relativement ténue de cet énorme chapitre qui est la publicité, comment en 2020, le futur de la créativité et autres. Comment ça va David aujourd'hui? Eh ben, parfait. Écoute, je suis ravi d'être là avec toi et puis tout le monde sur le chat et de participer à cette causerie débat sur l'économie de l'attention et la publicité. C'est pas et, souvent et qu'on arrive à parler de la publicité, justement. On ne parle pas suffisamment, je pense, du métier. Et ceux qui ne s'y intéressent pas, ben, ils peuvent être sûrs que la publicité s'intéresse fortement à eux. Tout à fait. C'est même un des débats et c'est un sujet qui va dans tous les sens. Et donc voilà, peut-être que pour ceux qui auraient raté l'émission précédente, surtout qu'en plus je ne suis pas sûr que tu aies même eu l'occasion de te présenter, est-ce que tu peux te présenter brièvement David Grunewald, sa vie, son œuvre? Ma vie, mon œuvre. David Grunewald, je suis le CEO d'une agence de communication digitale qui s'appelle Mirom et je suis dans le métier de la com et dans le secteur des agences de pub depuis 25 ans. Voilà, je fais un parcours dans des agences de publicité, travaillé pour des annonceurs. Et puis j'ai également travaillé pendant 4 ans chez Imakina, qui est là plutôt spécifique au niveau du digital. Voilà. En dehors de ma passion pour la pub et pour la communication, j'exerce aussi le métier de prof. Je donne cours à l'ECS et je donne cours également à l'ULB en stratégie digitale. Super, bah écoute, merci. Donc, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'économie de l'attention, donc en bref, en gros, au début des années 2000, tout d'un coup, Internet offre un marché mondial et une quantité de contenu quasi infinie aux consommateurs, aux utilisateurs. Alors qu'avant, les produits ou les marques pouvaient constituer une forme de rareté, tout d'un coup, les marques sont perdues dans un océan de marques concurrentes et la rareté devient l'utilisateur qu'on va mettre au centre. On va être centré utilisateur parce que c'est lui qu'on doit aller séduire. Et la ressource rare que possède l'utilisateur, c'est l'attention. Effectivement, chaque utilisateur ayant une quantité d'attention limitée, eh bien, l'attention que l'un va prendre l'autre ne l'aura pas. Et donc tout d'un coup, en fait, la ressource pour laquelle les entreprises vont se disputer, c'est l'attention. Alors, se passe à ce moment-là un point clé et déterminant qui est certainement pas l'œuvre d'une cabale ou d'un complot, mais plutôt une conséquence malheureuse, c'est que les grandes plateformes Internet habituées au gratuit vont chercher une façon de monétiser sans pour autant forcer les utilisateurs à payer. Et au centre de cette possibilité se trouve la publicité, qui existe depuis toujours, mais qui, une fois mis dans la machine à compression de géants de la technologie, d'algorithmes, d'intelligence artificielle et de nombre de données, va devenir cette machine absolument redoutable qui fait que le contrat tacite que l'on passe tous aujourd'hui en utilisant ces plateformes, c'est de donner une partie conséquente de notre attention pour qu'on y place des idées qu'on n'aurait pas forcément eues, qu'on nous fasse penser à des choses sur lesquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et donc,
il y a une forme de toxicité au fond de ce truc-là. Mais en fait, en face de ce modèle et de ces plateformes, se trouve également l'écosystème de la publicité, qui est elle aussi soumis à ce rouleau compresseur. Donc voilà, ça c'est un peu, je plante le décor. Voilà, il y a énormément à dire par rapport à tout ça, mais pour pas non plus passer 1 heure et demie là-dessus. Voilà, ça c'est le grand contexte. Et donc, comment est-ce que toi, en tant qu'acteur de la publicité, tu vis la chose? Comment est-ce que tu penses que la publicité se positionne? Quels sont ses challenges? Comment tu résistes à cette forme aussi de prise de pouvoir d'un univers? Voilà, c'est ça qui, moi, m'intéressait d'avoir de ta perspective, évidemment. D'accord. Écoute, Raphaël, avant de commencer, de me lancer dans le débat et de répondre à tes questions, je voudrais préciser d'abord deux choses. Euh, Premièrement, ceci ne va pas être un débat par rapport à, ni on va pas tirer au boulet rouge sur les GAFA et sur les réseaux sociaux, et c'est pas vraiment un débat du monde de la pub versus le monde des géants de l'industrie high-tech. Euh, J'aimerais justement qu'on ait une réflexion sur comment est-ce que le métier va devoir évoluer, est en train d'évoluer également depuis pas mal d'années, et comment est-ce que nous, acteurs du métier, et quand je dis nous, c'est pas simplement les publicitaires, mais également les annonceurs, on doit continuer à évoluer, faire évoluer nos modèles. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans le débat d'aujourd'hui. Mais le deuxième point, et c'est la première chose, je voudrais une petite introduction pour voir un petit peu comment tu cernes, toi, le monde de la pub. Et donc, si tu peux partager ton écran, j'ai quatre questions à te poser. Alors, hop, on y va. Attention. Alors, Je vais... Raphaël, est-ce Attends, que si le fil... Oui, c'est bon. On est dans le bon. D'accord. la pub pour toi, de manière générale, hein, on parle de la pub, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit non digitale, tu aimes, tu détestes ou tu es un peu neutre? Alors, je vais mettre neutre parce qu'en fait, je suis absolument pas neutre, mais comme j'ai un rapport amour-haine, je vais me mettre au milieu. D'accord. Quelle est la dernière pub que tu as partagée? Alors, la dernière pub que j'ai partagée, c'est une pub sur Internet que j'ai partagée à Mathéouche, qui est dans le chat d'ailleurs, où tu as cette mère de famille qui est chez elle et on sonne à la porte et tu as d'abord une bande de skinheads qui dit tiens, est-ce qu'Arthur est là? Et alors il monte, puis tu as tous des acteurs de porno, puis tu as un énorme Spartan de jeux vidéo, et puis tu as un pédophile, et en fait c'est genre voilà, il peut être dans sa chambre, mais en fait il a accès au monde entier. Voilà, c'est ça la dernière que j'ai partagée. Une pub que tu adores, une pub que tu détestes? Alors, une pub que je déteste, eh bien, justement, dans le même genre, le King Kong de Belgacom, qui pour moi était le symbole même du terror marketing, genre, puisqu'on n'a rien à vous vendre, on va juste vous dissuader d'aller à la concurrence. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Et alors, une que j'adore, c'est les d'Algerflor, c'est une pub qui doit avoir 40 ans, et c'est un fond noir avec un mec à poil qui arrive et qui dit les Dalgerfleurs sont faciles à découper, et en plus elles sont auto-adhésives, et hop, et en fait avec 10 balles, 20 secondes, 40 ans plus tard, tu te rappelles des deux particularités du produit, c'est juste waouh. Top, j'adore aussi. Alors, est-ce que tu es plutôt très très fâché à l'encontre de Facebook ou des publicitaires quand on vient t'attirer ou te voler ton attention? Et est-ce que tu en as conscience? Alors j'en ai complètement conscience, même si j'arrive pas à aller à m'en passer, donc c'est vraiment une addiction, je pense. Mais je dirais que je serais plutôt Mad Men, parce que les Mad Men, au moins, ils prenaient un risque, il y avait une sorte de coup de poker, il y avait pas, il y avait des studies, mais qui valaient rien par rapport aux data d'aujourd'hui. Et donc, voilà, il y avait un jeu, quoi. Tu vois, là, au moins, c'était plus net. Là, juste pas le gagner, tu vois, ils sont, enfin, voilà. Donc, Mad Men, Mad Je crois que Men. dans le chat, il y a des gens qui font référence aux campagnes Perrier. C'est en effet, dans l'historique publicitaire, ça fait partie des meilleures campagnes. Bon, on arrive à la fin. Je voulais savoir combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux et devant l'écran télé
en sachant que ça peut être le premier, l'écran principal ou le deuxième écran, hein, l'écran digital. Alors, TV, 0 minutes, 0 secondes, jamais. Social media, je dois être à 3 heures par jour. Ok. Une idée par rapport aux Belges? Tu n'es pas dans la moyenne. Non, ça c'est sûr. Je sais pas, 1 heure et demie par jour? Alors, la télé en Belgique, c'est 3h15 passées Ah par putain, jour. Mais bon, on ah est oui, sur quand même. une population assez large, hein. Bon, je crois qu'on est sur les 16-64 ans. Et sur les réseaux sociaux, on est sur 1h36. Si tu prends maintenant Internet, et donc pas simplement les réseaux sociaux, et donc l'Internet également pour le travail, on est à plus de 5 heures. Mais c'est quand Ah même oui. la télé en tant que, on va dire, média entertainment purement qui gagne encore avec 3 heures. Oui, donc je suis vraiment pas un profil type, ça c'est Et clair. la dernière question, est-ce que pour toi, c'est plutôt philosophique, la pub pourrait tout simplement disparaître? Alors ça c'est, je pense, c'est la source de plus ou moins 3 ou 4 émissions, si on doit tout résumer vite fait. Euh, ça dépend ce qu'on entend par publicité. Parce que à partir du moment où je te dis, tiens, tu sais que moi je sais monter les meubles d'IKEA, quelque part, c'est déjà une forme de publicité. Et ça me paraît compliqué de ne pas rendre public de l'information. Après, c'est le syndrome du Tupperware, comme disait Plume, et dans un monde où on doit mesurer, changer les comportements, comment est-ce que la publicité. J'ai envie de dire non, mais des fois j'ai un raisonnement philosophique qui me dit et peut-être que oui, en fait. Mais voilà, Alors, c'est. je trouve que ça nous amène à un débat assez intéressant par rapport au modèle de la gratuité qui est à la base du business model de Facebook et de la plupart des réseaux sociaux. C'est que la publicité a toujours eu euh, une, une véritable utilité, non pas uniquement pour les marques qui font de la pub, pour essayer d'écouler leurs produits ou leurs services, mais également pour les médias. Et je pense que on ne pourrait pas respecter le même état de démocratie de nos sociétés si la pub n'était pas là pour également renflouer les tiroirs caisses des journaux, des chaînes télé, et donc de pouvoir payer des gens qui fournissent du contenu d'information et du contenu d'entertainment. Et donc, clairement, ben, ton magazine serait beaucoup moins important, ton journal, il y aurait certainement moins de choses intéressantes, la qualité des émissions qui sont développées sur les chaînes télé serait moindre parce qu'il y a moins de revenus. Et donc la pub, qu'on le veuille ou non, et même si on ne l'aime pas, elle a un rôle assez important sur la qualité de ce qu'on consomme dans les médias. Et j'ai envie de dire, ça c'est la base depuis quand même pas mal de temps. Et on n'est pas sur un modèle gratuit. Il y a du modèle payant qui s'associe à ça. Quand tu achètes ton journal, ben, tu as un abonnement par rapport à ton magazine. Et là-dedans, il y a de la pub, et la pub, elle est payée au magazine. Donc il y a deux sources de revenus. Le modèle payant, il a justement un petit peu perturbé cet équilibre. C'est qu'à notre insu, euh, on a l'impression de recevoir énormément de choses et que finalement, ça nous coûte beaucoup plus que le modèle traditionnel, puisque à notre insu, ou même si on est un petit peu au courant aujourd'hui, toutes les données vont être enregistrées et vont permettre aux réseaux sociaux de mieux vendre notre profil à des fins publicitaires. Et ça ne me permet pas au départ d'augmenter mon expérience, d'avoir des informations plus riches. Ça permet aux plateformes d'améliorer la performance de leur plateforme et de faire en sorte que ces plateformes deviennent de plus en plus addictives. Et voilà, je trouve que le modèle donc a un petit peu évolué. On n'est pas sur une publicité qui va non seulement permettre de vendre plus, mais aussi de permettre aux médias de fournir du contenu plus qualitatif. Ici, on est sur des revenus publicitaires qui permettent aux plateformes d'entretenir leur modèle gratuit et de continuer à développer des choses qui vont essayer d'absorber de plus en plus le temps de l'utilisateur. Voilà. Donc, Non, le brain, c'est le brain hacking, on est clairement là-dedans. Et c'est pas une critique, on doit vivre avec. tout à fait. Mais Alors, pardon, vas-y. excuse-moi, non, non, ah oui, ok.
Euh, Alors, je pense effectivement que aujourd'hui, la publicité permet d'alléger le coût de l'information dans une culture où le gratuit est devenu prédominant, hein. Moi, je me rappelle au début du millénaire quand Wired disait The Wasted Generation en parlant des premiers digital nomades que nous étions, en disant c'est des gars qui sont habitués à plus rien acheter et donc ceux-là c'est foutu. Les autres, les digital natives, ils vont peut-être revenir à un truc où ils valorisent le virtuel autant que le réel, mais il y a une génération où ils pensaient que ça allait être jamais possible de vendre quelque chose. Néanmoins, donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais pour y apporter un modulo, il y a eu quand même avant la publicité, il y avait les médias publics qui valaient ce qu'ils valaient, il n'y en avait pas 10 000, l'offre médiatique n'était pas la même. Donc soyons clairs, je n'essaie pas d'être mauvais joueur, je dis juste, il y a d'autres business models qui sont possibles. Et comme le dit Mathéus dans le chat, il y a de plus en plus de médias qui se passent de revenus publicitaires, donc c'est possible. Mais voilà, je sais que chaque phrase qu'on prononce, ça peut ouvrir des heures de conversation, hein, mais voilà. Je pense que il y a potentiellement, ou alors on ne fait de la pub que pour des sociétés qui ont des business models vertueux, mais ça devient, voilà, ça devient très compliqué dans un monde, je trouve, où on doit s'interroger en permanence. Il y a un vrai débat intellectuel chez moi, en tout cas, sur jusqu'où on doit aller par nécessité et à partir de où c'est déconné. Oui. Alors, si je peux revenir sur le brain hacking, il y a une chose dont on n'est pas, non, non, mais on n'est pas conscient de ça. C'est que nous, ce qui nous perturbe en tant que publicitaire, euh, c'est que il y a des ingénieurs qui sont spécialisés dans du design thinking pour faire en sorte que l'utilisateur enfin, passe plus de temps sur certaines plateformes et donc passe moins de temps ailleurs. Tout à Et fait. donc, la manière dont les smartphones sont designés, la manière dont les apps, le bruit, le son, les notifications sont designées, sont étudiées pour que justement ça devienne un comportement addictif. Et donc, j'ai oublié le nombre de fois où on check son smartphone, mais ça devient presque une drogue et on n'est pas bien si on ne le fait pas. Et donc, ce que je trouve assez dingue, c'est que quand tu vois l'évolution de la pub, on a toujours évolué avec l'apparition de nouveaux médias et on a toujours réussi à s'adapter. Et avec la radio, puis l'avènement de la télé, on a dit voilà, ça va être compliqué. On a réussi à changer les formats, la manière de s'exprimer de manière publicitaire. Et j'ai envie de dire qu'à l'avènement du digital, les gens ont dit bah, la pub finalement c'est de l'affichage sur un banner et c'est pas grave. Puis quand les posts sont arrivés sur les réseaux sociaux, ben, le format change, mais il n'y a rien qui change, il faut trouver de big ID. Les choses ont quand même bien évolué. Et là où on est un petit peu perdu, c'est que cette économie de l'attention, euh, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même type d'environnement. C'est-à-dire qu'auparavant, tu avais un certain nombre de médias, que la règle, c'est que les annonceurs investissent dans du média, donc du paid media, où on achète un espace pour pouvoir s'exprimer et dire quelque chose par rapport à mon produit, pour que je puisse non seulement d'abord attirer l'attention des gens, et puis les intéresser et potentiellement faire en sorte qu'ils achètent. Ça, c'est de la règle. Et il fallait pouvoir dire des choses de manière très créative pour attirer plus l'attention avec peut-être moins de moyens médias. Ce qui a changé, c'est que l'environnement aujourd'hui et les espaces qui sont créés par les réseaux sociaux, euh, ben, d'abord, essayent de garder les gens le plus possible sur les plateformes et les abreuvent d'une quantité énorme de contenu, et que notre contenu publicitaire, eh bien, il est un peu noyé dans la masse et que la production de contenu par rapport à il y a 20 ans, mais elle s'est multipliée, elle s'est multipliée de manière exponentielle, puisqu'il n'y a plus que, il n'y a pas uniquement que les médias et les éditeurs. Toute personne aujourd'hui qui a un smartphone en main est un éditeur de contenu et peut le diffuser et donc avoir une communauté de followers et de gens qui vont suivre potentiels. Et comment est-ce qu'on arrive, nous, publicitaires, à faire en sorte que le spot pour vanter les mérites
d'une boisson rafraîchissante puisse en fait être plus vu ou attirer plus l'attention que un chat qui joue du piano et qui devient une vidéo virale et devient même un meme. Et ça, fondamentalement, il y a une concurrence créative qui a été créée dans cette économie de l'attention, mais aussi dans l'évolution de la société où les gens ont aujourd'hui non seulement le pouvoir, mais aussi une possibilité de développer des choses très créatives. Et on le voit avec le réseau TikTok, par exemple, c'est assez fantastique, c'est un créateur de mimes. Euh, et donc, en même temps, ce n'est pas du tout une critique, je trouve ça fascinant en tant que publicitaire de voir d'abord les différentes formes de créativité qui peuvent sortir de différents types de profils, et puis de voir la propagation très rapide de simples productions. Alors que pendant des années, en tant que publicitaire, on disait non mais il faut investir du lourd et il faut vraiment avoir une grosse artillerie pour pouvoir marquer le coup et faire en sorte qu'on parle de nous dans le monde entier. Ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a justement des gens dans leur garage qui font le tour du monde entier et on se dit mais comment est-ce que ça se fait que nous, avec notre spot, on n'arrive pas à faire le quart de ce qu'ils ont fait en termes de couverture. Ceci dit, maintenant, il y a eu l'âge d'or de l'organic reach. Maintenant, si tu n'as pas quand même un minimum de moyens pour amplifier le signal, les algorithmes vont te le tuner automatiquement et donc sans payer. Voilà. Alors, je reprends le chat quand même parce qu'il file assez bien. Alors, donc juste il y a pas mal de conversations alternatives, donc je vais me concentrer sur la fin. Donc, Marc, qui est l'invité de la semaine prochaine sur les neurosciences, dit dopamine quand tu nous tiens. Effectivement, c'est un peu comme le jackpot et les bandits manchots. D'ailleurs, les premiers attention designers travaillaient dans les casinos et ils ont trouvé de nouveaux clients dans le. Comment dirais-je? Ah ben voilà. On Voilà. en parle au slide le bandit manchot. Donc voilà, effectivement, donc, et c'est effectivement des shots de dopamine. Hein. Marc en connaît un paquet là-dessus. Mathéouche dit authenticité is the answer. Et effectivement, c'est, je pense, de plus en plus les marques sont contraintes à faire. Et c'est terrible quand les marques font de la fausse authenticité parce que c'est souvent un massacre parce que voilà, le public n'est pas dupe en général. Et Groovebox dit le palpable, ce serait un nouveau mot pour moi. Ce sera un nouveau mot pour moi. Ah, voilà, le palpable. Et alors, Thibaut dit Facebook a engagé des psychologues pour créer l'application la plus addictive comme une slot machine, justement. Tout à fait. Alors, petite anecdote par rapport à ça, Slot Machine. Au départ, les notifications ont été inventées, je pense, par les ingénieurs du fameux BlackBerry, qui permettait aux businessmen de gagner du temps plutôt que d'ouvrir l'application pour aller voir les mails. Il n'était notifié que sur certains emails. On pouvait choisir quand est-ce que je vais être notifié en fonction de qui m'envoie un email. Et donc, c'était des notifications au départ étaient là pour nous faire gagner du temps et ne pas avoir notre nez plongé dans le smartphone. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et donc, quand on reçoit une notification sur Facebook qui dit que quelqu'un vous a tagué, on pourrait presque dire est-ce que vous êtes prêt à passer 20 minutes de votre temps pour aller checker et puis aller chatter, etc. Et donc, l'objectif premier des notifications a été complètement détourné par les ingénieurs. Le son, voilà, je suppose que ton invité de la semaine prochaine va pouvoir couvrir ça, mais c'est assez fascinant de savoir que tout ça est paramétré pour pouvoir garder les gens très, très attentifs. Donc, j'aime bien ce quote qui dit le modèle gratuit, mais c'est surtout, et l'objectif du modèle gratuit, c'est d'attirer l'attention des gens, mais à tout prix. Et vraiment. C'est marrant parce que je ne connaissais pas cette façon-là. Moi, mon mantra de professionnel de la user experience, parce qu'aujourd'hui mon mantra est plus le même, c'était quand l'information est gratuite, l'attention coûte cher de James Blake, qui dit globalement la même chose que ça avec d'autres mots, mais voilà, c'est ça. Et l'autre qui disait alors, si c'est gratuit, c'est du produit dans le même genre. Et puis, alors il y a parfois des extrêmes, et on ne parle pas de pub, mais on parle de pratique justement des designers et des ingénieurs qui ne font que étudier les petits trucs et astuces pour capturer l'attention des gens. Mais les snap streaks, là, le nombre de jeunes
qui ont demandé, lorsqu'ils devaient partir en vacances et qu'ils n'allaient pas forcément avoir de Wi-Fi, qui ont donné leur code d'accès pour être sûr de ne pas perdre leur flamme pour pouvoir regarder ça. Voilà, on est ici dans un système de gamification, mais c'est, voilà, je trouve assez, j'ai pas envie de dire génial, assez dingue ce qu'ils sont arrivés à faire. Et donc, cet environnement-là offre aux annonceurs la possibilité de s'adresser à une cible très captive par rapport à différents types de contenus et par rapport à différents outils liés aux plateformes. Mais comme je dis, c'est pas le même effet qu'un 30 secondes qui t'en met plein les yeux et une pleine page de pub. On est un peu noyé dans la masse. Et comment faire en sorte d'attirer l'attention des gens en essayant de leur parler d'un produit. Quand on parle d'économie d'attention, je voudrais aussi rappeler que ça n'a pas été inventé par les réseaux sociaux, que le modèle AIDA, il existe depuis bien longtemps et que le premier rôle de la pub, c'est d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt et créer du désir pour qu'on puisse à un certain moment vendre. Le problème, c'est que la manière d'attirer l'attention a changé et que les environnements ont complètement changé. Je te le disais avec la concurrence, je n'ai pas envie de dire déloyale, mais la concurrence de contenu où on est inondé, mais le contenu publicitaire là-dedans, c'est même un peu métamorphosé. Et on va y revenir, je pense, on va parler de native advertising. Enfin, j'ai envie de te parler aussi d'autres formats publicitaires, l'utilisation de techniques publicitaires qui essayent justement de capter un peu plus l'attention des gens. Mais on est quand même en pleine recherche aujourd'hui de plus d'efficacité dans des environnements alors qu'on contrôle, mais pas encore totalement. Oui, tout à fait. Attends. J'entends ma voix. Est-ce qu'elle ne sort pas chez toi? J'ai un très particulier. Tu n'entends pas ma voix dans tes baffles, David? Ah non, c'est passé. Non, ça a disparu. Mais écoute, j'ai eu un écho pendant une demi-seconde et c'était très perturbant. Bref. Donc, comme je disais, dans le chat, c'est pour ça que la notification, on revient sur la conversation dopamine, c'est pour ça que la notification n'apparaît pas immédiatement, mais avec un délai, exactement comme un machine, l'expectation, l'attente, produit de la dopamine qui crée l'addiction. Alors, Mathéouche, la réponse à cela, c'est l'éducation aux médias. Alors oui, que les gens soient conscients de ce que c'est créé, comment c'est créé, mais je pense qu'on peut expliquer à un joueur de casino avant qu'il aille jouer comment fonctionne un jackpot, il finira quand même à un moment par tomber dedans, parce que je pense que la dopamine, c'est plus fort que toi, comme dirait l'autre. Mais voilà, alors trop virtuel, les gens voudront toucher des choses. Oui, chez Amazon, ce sont des professionnels pour capter l'attention de leurs utilisateurs. Oui, rien n'est passé au hasard, certainement, c'est partout dans l'industrie. Marc, ils en reviennent. Facebook en revient. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre, Marc, si tu peux éventuellement étayer ton idée pendant qu'on continue. Et alors, Groovebox pose une question. Trop d'attention, ça n'étoufferait pas un peu la curiosité? Quand on regarde un truc trop lumineux, on s'endort à force. On peut créer des zombies. Oui, on peut créer alors, je dirais pas des zombies, je dirais des junkies, et les junkies peuvent rester hébétés devant leur écran à continuer à prendre leur Ce qui m'intéresse, ce qui est très marrant, en fait, c'est quand on regarde le marché de l'attention, il y a 30 ou 40 ans, je dirais, ouais, 30, 35 ans, Étienne Moujotte s'est fait défoncer par tout le monde quand il a dit qu'il vendait du temps de cerveau disponible, globalement, c'était ça son métier. Et en fait, 35 ans plus tard, c'est devenu le nom d'une économie complètement assumée. Et donc, on voit que quand les gens disent « mais la génétique, les gens voudront jamais », tu dis bah, les gens ne voulaient pas de la géolocalisation, les gens ne voulaient pas de l'économie de l'attention. Et en fait, aujourd'hui, c'est rentré complètement dans les normes, que ce soit bien ou pas bien. Mais voilà, je trouve un peu hors sujet, mais on se rend compte que les mentalités peuvent radicalement évoluer. Alors, Thierry Pauwels. Marc, quelle est la définition de l'attention? Ok. Thierry Pauwels, dopamine égale bug humain. Confer, le livre de Sébastien Boller.
Oui, voleur. Et enfin, Mathéouche, oui, mais c'est bien avant de rentrer dans le casino qu'il faut expliquer. C'est pour cela que je parle d'éducation aux médias, et donc dès l'enfance, pour ramener la personne quand elle arrivera à l'adolescence et surtout à l'âge adulte, pour l'armer. Ok. Tu veux réagir à un de ces points-là? Sorry, hein, mais comme le chat défile, j'essaie de le prendre. David, tu veux ajouter quelque chose à ce sujet sur un Euh, des commentaires du... alors sur la définition de l'attention, je trouve ça intéressant. Il y a pour moi une définition un peu différente du point de vue des réseaux sociaux que du point de vue de l'annonceur ou des publicitaires. Pour moi, l'attention, c'est à un certain moment susciter, avant de susciter l'intérêt, c'est de capturer l'attention, donc avoir le focus de quelqu'un, parce qu'on lui aura présenté quelque chose qui va à un certain moment répondre, faire écho à un insight du consommateur. Ouais. Et donc, on est toujours à la recherche de sens, même si parfois on essaye de. On peut dire que euh, les gens, les annonceurs vendent des choses futiles, ok, mais si c'est donc futile, c'est donc indispensable. Je ne sais plus qui avait dit ça. Néanmoins, la pratique du publicitaire, c'est d'essayer de bien comprendre le produit et l'adéquation du produit ou du service avec un consommateur potentiel et d'essayer d'aller trouver le message qui va justement faire écho et qui va donc permettre à un certain moment à cette personne de se décrocher d'une activité ou d'une lecture ou d'un média et se dire ah, c'est intéressant. Ça, pour moi, c'est l'attention qui a une finalité, c'est-à-dire servir, apporter une valeur ajoutée pour ensuite éventuellement passer à et forcer ou engendrer un acte d'achat. L'attention au niveau des réseaux sociaux, c'est essentiellement faire en sorte qu'on maximise le temps passé. Alors, peu importe la finalité, l'utilité, et en général, là, on va plus parler de futilité que de véritable utilité, puisque l'important, c'est cette dopamine, c'est de rester constamment branché, quel que soit le moyen et quelle que soit la finalité. Et donc, j'ai envie de dire, on n'est pas tout à fait à la même recherche d'attention. Je trouve ça intéressant comme remarque. Oh, alors, clairement, en fait, le publicitaire va travailler à comment obtenir un résultat particulier, que ça peut être l'acte d'achat, ça peut être la conscientisation à une cause, ça peut être, enfin, voilà, hein, et sans aucun propos péjoratif dans ce que je vais dire. Pour moi, publicité, propagande et communication idéologique, c'est la même chose. Et à la limite, aujourd'hui, les politiciens font de la propagande, mais ne l'assument pas. Au moins, il y a 100 ans, on disait propagande. Donc, et pour moi, une propagande, c'est quoi? C'est travailler en vue d'un changement de comportement. Je sais que le mot est connoté vilainement, mais pour moi, voilà. Ça, alors que Facebook, c'est plus un espèce de truc vide pour amener les gens à garder un comportement, quel que soit ce qu'ils vendent. En fait, eux, ils s'en foutent un peu. En fait, eux, le but, c'est d'attirer les gens et de les faire utiliser, sans pour autant orienter le débat. Voilà, c'est un nouveau levier plus efficace que la télé. Je sais que tu n'as pas aimé le mot propagande, mais il ne Ah faut pas non, voir ça. ça c'est Je, pas je, possible. moi, parce que je fais référence à François Bégodeau, qui est un intellectuel français que j'aime beaucoup et qui a souvent tendance à me prendre à contre-pied. C'est grâce à lui que j'ai réalisé que j'étais bourgeois. Parce qu'il m'a fait remarquer que, contrairement aux aristocrates et aux ouvriers, les bourgeois n'assument pas leur caste. Il dit un bourgeois, c'est quelqu'un qui va dire qu'il va commencer par dire mais je ne suis pas bourgeois. Et en fait, je me suis dit, putain, merde, je suis bourgeois. Et c'est lui qui est venu avec l'idée de propagande en disant on a simplement mis la propagande comme étant quelque chose de différent d'une communication à but déterminé. Mais voilà, on peut changer le mot si le mot te déplaît. Je ne Oui, voudrais pas. C'est non, oui, pas de propagande. je veux justement faire un point là-dessus. Euh, il y a quelques années, je pense qu'il y a même pas une dizaine d'années, j'étais au festival de Cannes, au festival de la pub de Cannes. Il y a un directeur de création mondial qui a dit là, on est à un moment charnière par rapport au métier de la pub. C'est notre moment Kodak. Et bah, voilà, on connaît le problème que Kodak n'a pas su emboîter le pas du Alors, digital et a sombré.
Et que si on ne se Ok. remet pas en question par rapport à une pratique qui aurait pu être vue justement comme de la propagande et de la COP, enfin, où on pousse absolument à la vente, on va complètement être amené à disparaître parce que on n'a pas de responsabilité, on ne met pas en avant des valeurs. Et je pense que depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a quand même pas mal de pratiques publicitaires, mais aussi d'agences et d'annonceurs qui ont intégré d'autres dimensions. Et c'est ce que j'utilise souvent pour, on va dire, classifier un peu les types de communication que tu peux avoir. Tu peux faire du storytelling et le storytelling continue à être une pratique depuis le temps des Mad Men jusque maintenant. On doit mettre en avant des avantages produits, on doit expliquer que un Dyson c'est un aspirateur puissant sans sac, on doit expliquer comment utiliser, comment boire euh, une boisson et quelle est la dose que tu dois mettre d'eau, etc. Enfin, les attributs produits peuvent toujours être à la base d'un briefing et on peut faire une campagne là-dessus. En général, on fait essentiellement des campagnes sur les bénéfices soit fonctionnels de l'utilisation du produit ou du service, soit des bénéfices émotionnels. Ça reste du storytelling. Je pense que là où la dimension a vraiment changé et pour faire plus de sens, pour attirer l'attention mais de manière utile, les annonceurs et les agences sont rentrés dans une autre dimension. Le story doing, c'est promouvoir soit une valeur sociétale, c'est mettre en avant des bénéfices et des engagements sociétaux de l'entreprise. Et donc c'est une communication qui est différente, qui n'est pas uniquement une communication publicitaire, mais qui a toute son importance et certainement auprès de la jeune génération. Si une marque veut être considérée, c'est pas uniquement parce qu'elle fait des chouettes vidéos online super cool avec un chouette casting et derrière il y a des influenceurs qui disent achetez ce produit, il est top. Ça ne fonctionne plus uniquement comme ça. Il y a une autre dimension sociétale qui est vraiment importante. Et la preuve en est, quand on voit les succès des grandes marques aujourd'hui qui ont réussi à se recycler, je prends Dove par exemple. Dove pendant 50 ans a expliqué que ce savon était bien mieux parce qu'il y avait un quart de crème hydratante et qu'il faisait de la publicité comparative en disant c'est le savon moins acide et donc madame vous allez avoir la peau toute douce. C'était purement du storytelling sur des avantages, des bénéfices fonctionnels. En 2000, ils ont commencé à prôner la valeur de Real Beauty et de dire aux femmes, vous êtes plus jolies que vous ne le pensez. On a été choqués d'une statistique mondiale, c'est qu'il n'y a que 6% des femmes qui sont convaincues d'être belles et le reste se trouve toujours un défaut, euh, voilà, comme on les entend quasi tous les jours. Et Dove s'est dit, bah, à côté de notre communication storytelling qu'on va continuer à faire, s'il faut quand même qu'on vende, on va prendre ce cheval de bataille sur de redonner confiance aux femmes sur leur vraie beauté et on va les Tout à inspirer. fait. Ils ont fait un top move. Alors, attends, je fais juste une petite parenthèse parce que, alors, Marc fait une parenthèse sur l'attention que je vais botter en touche si tu veux bien, Marc, parce que ça, c'est typiquement le genre de sujet que j'aimerais bien dont tu nous parles la semaine prochaine. Donc, voilà. Alors, effectivement, donc, je comprends bien ce que tu me dis en disant on a clairement évolué et aujourd'hui les gens sont en attente d'autre chose. Et c'est bien le point de ma réflexion qui, moi, me dit tiens, voilà, on est arrivé à un moment charnière de notre époque où on doit changer les choses. On doit basculer vers une économie régénérative, circulaire et autres. On va potentiellement devoir décroître certains types de consommation. Enfin voilà, bref avoir, je ne vais pas envie de me lancer dans un débat sur la décroissance, pour compte, peu importe, mais on doit changer les habitudes. Les marques, on peut les choisir en fonction, on les aime ou on les aime pas, elles agissent bien, elles agissent pas bien. Qu'une agence de pub se dise, tiens, on a une super marque, que ce soit c'est Nat Papigerie ou North Face ou je sais plus, qui disait n'achetez pas cette veste, tu vois, et qui lançait en fait leur service de réparation. Et donc, si l'agence de publicité se met au service de ces gens-là, ben, c'est super. Et par contre, si tu te mets au service de sinistres personnages ou de gens toxiques alors ça peut être très bien on parlait de vendre des produits, mais comme je te disais, parfois vous vendez des changements de comportement, que ce soit le recyclage, la conscientisation du carbone, et donc il y a cette espèce de point a été skippé. Ouais, on va y revenir, mais sur la propagande et Goebbels et les études et les analogies. Mais
Voilà, on en a parlé, et du coup, j'ai oublié mon point, Victor, avec mon sort intentionnel. Oui, voilà. Et donc, comment est-ce que, eh bien, toi, publicitaire, tu considères justement ce point-là? Au final, tu es un amplificateur, mais tu ne peux pas. Est-ce que tu as un impact sur les business models de certains de tes clients? Enfin, comment est-ce que tu te positionnes cette dimension entre guillemets éthique ou acteur de changement? Est-ce que tu penses que c'est pas votre rôle? Enfin voilà, c'est comment est-ce que toi tu vois ça? Parce que j'ai pas de réponse hein, fondamentalement. C'est une vraie question. Mais en tant que partenaire privilégié d'un annonceur, où on est responsable sur plusieurs années de la stratégie de communication d'un annonceur, il est clair qu'on n'est pas aux manettes de tout le business model de l'entreprise. Néanmoins, on est là pour conseiller un annonceur sur les différentes dimensions qu'il faut intégrer dans la communication pour que il y ait notamment voilà, une reconnaissance, une considération, une valorisation de la marque, mais aussi de l'entreprise. Et donc, si on était là que pour fournir au kilo des campagnes créatives qui font rire et qu'on diffuse sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux, c'est évidemment une dimension un peu limitative. Je ne dis pas que on le fait aussi. Dans certains cas, il y a des choses très ponctuelles auxquelles on doit répondre. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre implication en tant que, on va dire, spécialiste de la communication, c'est de pouvoir instamment discuter de quelle est justement euh, la valeur sociétale et comment est-ce qu'on l'injecte de manière intelligente. Parce que j'ai pas envie non plus de dire que il faut mettre du sociétal à toutes les sauces dans n'importe quelle communication. On va tomber dans l'autre travers qui est du greenwashing et Dieu sait si maintenant on commence à voir du corona washing dans pas mal de communications. Les annonceurs se sont réveillés en disant ça y est, on va vraiment affirmer certaines valeurs et on va faire du story doing et pas que du storytelling. En même temps, je trouve ça très bien, mais je pense qu'on va avoir un retour de flamme et que d'ici quelques mois, on va avoir une overdose de communication bienveillante de la part de toutes les marques, tous secteurs confondus, et on sera finalement très très content d'avoir quelques bonnes campagnes de storytelling où on se dit ah, et là ils nous ont parlé un peu du produit, mais on en a marre de Mais cette bienveillance. effectivement, juste avant que tu parles de greenwashing, Pascal avait dit, ben oui, le greenwashing. Et donc, effectivement, mais je pense que les gens sont de plus en plus à même de détecter le greenwashing. Et je pense qu'aujourd'hui, les publicitaires, enfin, je parle sans savoir, je ne fais pas partie du club, mais j'imagine qu'aujourd'hui, quand un client qui n'est pas green veut faire quelque chose comme ça, on lui dit non, tu vas te faire massacrer. Enfin, je présuppose que si la marque décide de communiquer contre ses valeurs ou que il dit tiens on fait un truc génial pour se et qu'à côté de ça il déverse des centaines de millions de tonnes de pétrole sur les oiseaux, on va leur dire fais pas ça, tu vas te faire des. Enfin, voilà, je parle sans savoir, mais j'imagine quand même que ça aujourd'hui, il y en a toujours qui le font, mais on Oui, évite d'entrer dans ces travers. là c'est quand même difficile de généraliser. Je pense que j'aime à croire que le secteur de la pub et les gens qui dirigent les agences ont une certaine éthique et une forme d'éthique. De là à globaliser et dire que c'est comme ça partout, non. Mais voilà, je pense qu'on a quand même également un peu de. De nouveau, hein, on agit souvent pour le compte d'un annonceur, mais l'objectif c'est de quand même avoir un effet positif à long terme sur le consommateur et qu'aujourd'hui, il ne faut pas prendre trop de risques. Le retour de flamme sur les réseaux sociaux à partir d'une mauvaise communication, d'une mauvaise décision de l'entreprise, ça peut valoir très très cher à la société, Et, euh, et à la justement, boîte. bad buzz égale buzz ou vraiment bad buzz? Parce qu'il y a une époque, on parlait des bad buzz, et puis il y avait quand même, je sais plus qui a dit, on parle de bien de moi, on parle mal de moi, on parle de moi. Et donc au final, aujourd'hui, est-ce que vous avez une expérience ou pas? Peut-être c'est pas le boulot de Miram, j'en sais rien. Et si oui, est-ce qu'un bad buzz au final, c'est sur le long terme positif ou est-ce que ça dessert les marques? Ou de nouveau, c'est une généralité parce que De nouveau, je vais nuancer, il y a bad buzz et bad buzz. Tu peux avoir un bad buzz comme il y a eu une tendance au ce que j'ai appelé le trash advertising il y a une dizaine, quinzaine d'années. C'était l'avènement des réseaux sociaux et des spots viraux, où donc des marques qui avaient en général, c'était des marques challenger qui avaient moins de moyens marketing et qui donc ne pouvaient pas forcément se payer
des grandes campagnes télé et donc pour marquer les esprits, engager des agences qui s'étaient un peu spécialisées dans ce style-là et faisaient des campagnes coup de poing qui marquaient les esprits avec parfois un humour un peu décalé ou parfois un peu déplacé. De nouveau, je ne vais pas me prononcer. Euh, et, La dernière campagne Biki, c'était un peu le genre, quoi. La dernière Avec campagne, le comment? mec Biki, avec le mec qui fout une pêche à la gonzesse en mode années 50. Ouais. Tu, tu te disais Ouais. que s'il l'avait fait, c'était clairement pour que ça fasse grincer les dents et que tout le monde s'indigne dessus. J'ai aucune idée de savoir s'ils ont vendu plus de fricandelles et de burgers aux oignons frits, hein, mais ça sentait quand même un tout petit peu ce genre de démarche, quoi. Je suis pas sûr en même temps, oui, peut-être qu'ils auraient dû y réfléchir à deux fois, mais s'il faut, c'est un jeune créatif qui est plongé sur les réseaux sociaux et s'est dit ah c'est chouette, c'est un humour un peu décalé, on reprend une iconographie de la pop culture et voilà, et vraiment pour dire que les Bicky Burgers sont vraiment ce que les gens veulent, on va pousser l'humour un peu plus loin. Est-ce qu'ils se sont attendus à ce genre de retour de flamme? Je ne pense pas. Je pense qu'ils n'étaient pas calculés. Il y a eu d'autres campagnes précédemment. De nouveau, je vais pas balancer parce que, mais Non, où le Mathieu, trash. le Biki, c'est visiblement depuis plusieurs années, c'est un peu leur style, semble-t-il. Donc peut-être Voilà. qu'ils ont Alors été un peu après, trop loin et qu'ils ont marché sur la mine sans savoir qu'ils allaient péter à ce niveau-là, hein. Peut-être qu'à force. bah, il y a certains annonceurs qui s'y prêtent bien à ce genre de style-là. Je pense que c'est pas étonnant si un Virgin à l'époque, enfin, avec à la tête Richard Branson, qui a aussi un style un peu trash, mais voilà, c'est dans l'ADN de la marque et ce n'est pas, je trouve, dérangeant. Le bad buzz, donc, pour moi, le bad buzz publicitaire qui naît d'une intention de se démarquer parce qu'on a moins de moyens que les grands concurrents et donc on a envie d'attirer plus l'attention sur cette marque pour éventuellement avoir un peu plus d'effet marketing. Voilà, c'est une pratique qui a été fortement utilisée, mais aujourd'hui beaucoup moins. Et le bad buzz, c'est essentiellement lié à des, une incompatibilité entre un discours commercial et une pratique de l'entreprise, entre l'entreprise qui gère mal ou traite mal certains employés, qui exploite la condition humaine, qui a un comportement anti-environnementaliste, etc., etc. Et là, ça crée du bad buzz qui n'a absolument rien à voir avec le bad buzz créé par de la pub. Oui, bien sûr, non, on est bien d'accord. En fait, je ferai la différence entre bad buzz, qui est vraiment voilà, le bruit, le truc qui fait l'écho, et la bad reputation. En fait, le problème, si tu regardes par exemple un Nike, euh, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, mais ils font travailler les enfants. Alors que, après, je me demande si on vient pas de parler aujourd'hui, si j'ai pas vu un truc comme quoi il y aurait des prisonniers ouïghours qui travailleraient chez Nike et Apple. Mais bon, voilà. Hormis aujourd'hui, on va dire, Nike, en fait, c'est les premiers à avoir lancé les corporate social responsibility, des trucs comme ça. Et en fait, malgré ça, donc effectivement, quand ça te colle à la peau, après, pour t'en défaire, bonne chance. Et d'ailleurs, Mathéo, je disais, bad buzz est de la bonne pub si tu restes dans certains clous. Si on te dit que tu es un harceleur en plein MeToo, bonne chance. Effectivement, voilà. Je pense que si à un moment on lance une rumeur sur toi ou autre, si tu es dans l'œil du cyclone, à mon avis, bonsaï pour t'en défaire. Mais je ferai une différence entre buzz et réputation dans ce cas-là. Oui. Euh, Donc, donc voilà, écoute, après l'autre truc qui est né, qui est apparu il y a quelques années, qui est une technique pour justement se démarquer et attirer un peu plus l'attention, c'est tout ce qui est stratégie participative, où on inclut un bénéfice donc participatif du consommateur, on le plonge au cœur de la campagne ou de la réflexion marketing, et c'est ce qu'on appelle le story making. Et donc là, il y a pléthore d'exemples et c'est également à remettre dans un contexte de l'évolution de la société. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années de ça, euh, c'est Andy Warhol qui disait dans le futur, eh bien, on sera tous célèbres pour 15 minutes. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui,
ben, le succès depuis, on va dire, presque 20 ans maintenant, des téléréalités, des Star Academy, des Top Chefs, c'est prendre des gens qui sont totalement inconnus et d'en faire des stars en très très peu de temps. Et c'est également tout le système et l'avènement du système du marché des influenceurs, qui deviennent en fait des gens qui vont te recommander un produit alors qu'ils n'y connaissent absolument rien. Et donc, cette starification, et qui est aussi due, et qui a été amplifiée par les réseaux sociaux, qui a été amplifiée par l'utilisation des smartphones, où aujourd'hui, la jeune génération ne se parle plus, mais s'enregistre en vidéo, se regarde, se façonne avec des filtres, et puis envoie le message. Et donc, on n'est plus dans un one-to-one, euh, on est d'abord avec, avec soi en selfie et puis on l'envoie. Donc c'est des selfies presque interposés pour installer une discussion. Tout à fait. Ça veut dire que les publicitaires ont emboîté ce pas-là et se sont dit, pour avoir plus de succès et plus d'impact, on va demander soit aux consommateurs et à la population de nous aider dans la réflexion de l'évolution du produit, soit de participer dans la campagne. Donc j'ai un exemple alors qui est statique, mais ça je trouve assez génial. C'est Lays qui dit chaque année, Tout à fait. faites le vote. Il y a, il y a d'ailleurs un joke qui tourne avec le coronavirus cette année, où le goût Lay's de cette année, c'est jus d'orange et dentifrice. Donc voilà. Alors attends, ici j'ai donc pour répondre à ton slide, donc il y a un Groovebox qui dit c'est Steve Jobs, ça, en regardant Andy Warhol. Et pour répondre à cette phrase-là, je ne sais plus qui a dit dans le futur tout le monde sera anonyme 15 minutes. Ce que j'aime beaucoup aussi. Donc Ouais. voilà. Alors j'ai ici donc Mathéouche qui dit par contre j'aimerais bien que savoir Imac tout un département qui bosse pour Philippe Maurice, est-ce que c'est éthique ou pas éthique? Moi, j'ai bien une réponse à ça parce que j'ai refusé de travailler pour PMI, mais voilà, c'est ma réponse à moi. Bah, je n'ai rien à voir avec l'entreprise, donc je n'y Voilà, travaille plus. Donc, quel horrible personnellement, après, je peux moi me prononcer de te manière très positionner, tout à fait. dans ma carrière, j'ai toujours, enfin, je n'ai jamais voulu travailler pour une marque de cigarettier. Voilà. Mais c'est une décision éthique personnelle. Personnel. Et ça, dans le monde de la publicité, c'est respecté. Ça peut. Alors j'imagine que, de nouveau, je ne vais pas aller généraliser parce qu'il y a des boîtes qui vont refuser des clients de ça et des boîtes qui vont l'accepter. Mais dans les boîtes qui acceptent ce genre de clients, est-ce qu'ils laissent une porte à leurs employés pour se positionner de façon éthique? Ou bien, si tu fais ça, tu vas de toute façon te fermer les portes. Et, voilà. Je sais que c'est une réponse générale, hein, donc je plus sur un retour sur ce que tu as pu voir, sur ce que tu as pu observer dans l'absolu, dans le monde de la publicité et du marketing. Écoute, je pense que je ne sais pas te répondre. Je ne sais pas te répondre. Je pense qu'un manager intelligent s'il décide de travailler pour une marque pas très éthique, va quand même laisser l'option à ses employés de décider si oui ou non ils ont envie de travailler pour cette marque. Mais de nouveau, voilà, ça reste. Mathéo, je dis chez Makina, les employés ont le droit de dire non à Philippe Maurice sans problème aucun. Alors Barbara dit ou un parti politique. De fait, effectivement, moi je connais des gens enfin je connais même des gens au pluriel qui ont travaillé chacun de leur côté pour des couleurs politiques différentes. Euh, Moi je me poserais vraiment la question de savoir si, heureusement ça m'est jamais arrivé qu'on me propose de travailler pour un parti politique parce que je pense que je dirais non, mais je serais emmerdé qu'on me pose la question en fait. Pour être tout à fait transparent. Je, voilà, effectivement. Et donc, Barbara, ou un parti politique, c'était une question pour David ou je sais pas. Bon, à partir du moment où c'est un parti politique démocratique, Tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous pas, mais je veux dire, pour toi, c'est. Voilà, ok, d'accord. Mais tout est dit. Parti démocratique, tout est dit. C'est assez clair. Alors, consommateur est un terme inventé en 1776. Il serait temps de le revoir. C'est
assez pertinent. Effectivement, on pourrait dire autre chose. Pour info, chez McKinney, Philippe Morris est actuellement l'un de leurs plus gros projets. J'aurais également refusé de bosser dessus. Il y a de bien meilleures missions de vie. Barbara dit non, clin d'œil. Bon, vous débrieferez ça. Et donc voilà. Tu as encore des slides? Je suis sur le slide Lace. Peut-être qu'on peut reprendre le fil de ta présa, David. Oui, enfin après, c'est une présa qui vient. Non, alors, c'est parce qu'elle elle a le mérite de passer par plein de sujets que je souhaite aborder. Et comme on est minimisé sur la page, j'essaie de faire des allers-retours, un peu de scénographie dynamique où je grandis le point. Mais on est arrivé au bout du chat. Je sens qu'on a un point pivot, donc je pense que c'est un bon moment de continuer dans la discussion. J'ai envie de dire. Oui, moi je voulais quitter le point éthique et revenir sur le point principal qui est l'économie de l'attention. Et je voulais encore nourrir un petit peu la réflexion sur, on va dire pas les trucs et astuces, mais sur cette pratique de la stratégie participative qui est quand même assez intéressante parce que elle permet là justement d'utiliser les réseaux sociaux ou les nouvelles technologies pour pouvoir entrer en contact plus facilement et bénéficier un petit peu plus de l'input du consommateur plutôt que comme on faisait avant, lui balancer les campagnes et faire là c'était plutôt pas l'économie de l'attention, c'était l'économie de l'interruption auparavant. Et donc je trouve qu'il y a des exemples assez intéressants, on va peut-être pas tout voir, mais bon, un des cas qui est fort connu, c'est au lancement de l'iPhone 6, tous les visuels de la campagne ont été réalisés par des consommateurs qui avaient shooté avec leur téléphone. Donc il y a énormément d'exemples comme ça dans le monde où il y a des gens qui sont à la base de la création. Alors le truc le plus bizarre, c'est pour les hamburgers Wendy's aux États-Unis. Je trouve que l'exemple est assez fantastique. Je pense qu'ils avaient fait aussi une version spéciale du burger avec pas du pain mais avec des pretzels, un peu space. Et puis ils avaient arrêté. Je pense qu'ils allaient arrêter l'édition et ils ont demandé aux gens de se rendre sur Twitter pour écrire en quelques caractères leur avis et ce qu'ils avaient envie finalement de voir continuer cette série ou pas. Et en fonction des commentaires sur Twitter, ils ont repris des textes et ils ont été voir un vieux groupe des années 90, Boyz II Men, et ils leur ont dit « Faites-nous une chanson avec ça ». Et cette chanson, ils l'ont propulsée sur Spotify, ils en ont fait un clip et c'est la campagne de relance de ce nouveau Wendy's. Donc je ne sais pas si on va voir la vidéo, mais je te propose de checker, on essaye. Boys to men, turning tweets into love songs for at Wendy's. I'm just saying. Sweet mother of a red-headed spokesperson. Getting the pretzels doing at Wendy's. The closest thing I had to the love of my life. We run and we laugh when it went away. Yes, yes, yes. Wanna hurt by myself. Please, please. I'm so good. Yes, yes, yes. These are my life. Paris and Berkeley. Yes, yes, yes. Burgers back, baby. Please, please, please. Bring it back for good. Yes, yes, yes. Please, please. I'm yours again. Want to stay forever? Tell us on Facebook and Twitter. Mais bon, voilà. Effectivement, ça c'est un vrai travail créatif qui est génial. Les Boyz II Men qui jouent le jeu et autres. Et donc, effectivement, pub moderne égale contagieuse, point d'interrogation. Les gens relaient la pub à leurs amis, 10 fois plus de pouvoir de conviction. Effectivement, ça c'est clair que quand ça rentre par le relais d'une personne que tu crédites,
pour la qualité de ses choix de curation, parce que tu l'aimes, tu l'apprécies, peu importe la raison, c'est clair que c'est mieux. Alors, concernant l'économie de l'attention, il est intéressant de voir que le secteur publicitaire se plaint de la perte d'attention, alors quand même, les gens regardent des vidéos de plus en plus longues, lisent des textes de plus en plus longs, je watch des séries entières sur Netflix. Quel est l'avis de David sur ce sujet? Donc, est-ce que, voilà, tu relais les codes de cette fragmentation de l'attention, ou est-ce que tu constates aussi des contenus? Enfin, est-ce que vous prenez ce genre de données en compte, et qu'est-ce que vous voyez un impact ces Oui. dernières années? Alors, l'attention en publicité, tu peux l'obtenir de deux manières. Alors, évidemment, il faut de la créativité, mais soit tu l'achètes, soit tu la gagnes. Et c'est justement le split entre les deux médias. L'ancienne manière de faire de la pub, qui était d'acheter de manière massive de la pub, soit dans les médias traditionnels, bombarder sur les écrans télé et répéter le même message, et on va finalement attirer l'attention et susciter l'intérêt. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, eh bien, la deuxième pratique est devenue quasi plus importante, c'est-à-dire on minimise l'achat média, et avec une approche créative et un contenu à forte valeur ajoutée, soit entertainment, soit parce que ça fait vraiment du sens dans la vie des gens, on va pouvoir maximiser le earned et le partage. Et donc ça crée de l'attention, et c'est, quand tu vois le Boyz II Men, où il y a plein d'autres exemples, ce qui est recherché, ils n'ont pas investi des millions de dollars dans les chaînes télé. Ils ont créé le truc avec Boyz II Men, et puis ça s'est viralisé. Donc le earned est finalement le Graal du créatif. C'est chercher à trouver une idée qui va faire du sens, faire passer un message, mais également permettre d'avoir une dissémination assez rapide. Et l'exemple que j'ai ici, je ne vais pas le mettre parce que tout le monde connaît le Epic Split de Jean-Claude Van Damme. Ah là, C'est alors, juste incroyable. il est incroyable. Honnêtement, Il est ça, c'est, incroyable parce c'était, que ni toi, ni moi, ni à mon avis, la majorité des gens qui sont dans ce chat n'est dans le public cible. On n'est pas du tout aujourd'hui chauffeur de camion. intéressé par l'achat d'un camion 30 tonnes. Par contre, on a tout vu et on sait tous que c'est pour Volvo. Et du coup, Volvo rayonne plus loin que ses camions. Enfin oui, c'est pour moi, c'était la campagne de l'année quand c'est sorti, parce qu'en plus, voilà, Van Damme qui fait une réflexion semi-philosophique et parodique sur lui-même, qui se compare à un camion, mais qui fait quand même un putain de grand écart entre deux camions. Enfin, c'était vraiment deep. Ah non, je savais pas que c'était Volvo. Tu dis ça pour rire, ou pas, Matt? Et alors, Marc demande, et quels sont les résultats business suite à la chanson des Boyz II Men, David? Je sais pas si tu les connais ou pas. Je sais qu'il y a eu un reward, ils ont gagné à Lyon, à Cannes, ça je sais. Enfin, Oui, ça, c'est pas très business, ça, c'est l'agence qui s'autocongratule et qui est très contente d'avoir gagné un award. Mais je sais ils n'ont pas pu arrêter la production de cette série limitée, et qu'ils ont dû finalement continuer la commercialisation parce qu'il y avait une demande importante. Alors, les résultats exacts, je ne sais pas, mais ils ont continué à en vendre. donc à la limite, ils ont été victimes de leur pub parce qu'ils voulaient peut-être bénir le bretzel. Enfin, pour eux, à la limite, ils s'en foutent de vendre le bretzel, ils sont contents que les gens viennent chez eux. Mais Alors, voilà. si on revient, en dehors de ces exemples, si on revient à l'aspect un peu de cette pratique, et dans l'évolution du contexte, on va dire le besoin de sortir de l'anonymat, la starification, mais ça y contribue. À partir du moment où l'annonceur donne une plateforme d'expression, soit parce que tu fais partie de la campagne, soit parce que le contenu que tu as en main, tu le repartages, et tu as l'air d'être le mec le plus cool parce que tu as trouvé, toi, en premier, le spot avec Jean-Claude Van Damme, et que les gens disent « Tu as vu ce que David m'a envoyé, c'est génial », ça y participe également. Et donc, cet objectif de valorisation du consommateur, j'ai pas envie de dire que c'est devenu une obsession, mais ça fait partie des nouvelles pratiques publicitaires dans cette économie de l'attention. Il y a pour moi un truc qui est complètement symbolique du succès marketing de quelque chose aujourd'hui. Et je ne suis pas très sûr, ton avis m'intéresse d'ailleurs, que au final c'est bon pour le produit qui est publicité. Mais avec Epic Split et Groovebox, tout le monde sait qu'ils montent des camions pour vendre des petits breaks. Mais alors,
Epic Split, pour moi, c'est devenu massif quand j'ai vu très peu de temps après le fait que ce truc est devenu un meme. Et donc, il y avait des parodies de vidéos de tout le monde qui faisait son Epic Split, son truc. Et ça, pour moi, j'adore parce que c'est vraiment le phénomène culturel qui tourne. Mais en fait, en te disant ça, je me dis, mais si ça se trouve, pour un publicitaire, alors pour le publicitaire peut-être pas, mais pour la marque qui fait la pub, c'est peut-être le pire du truc, parce que du coup, ça se dit, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, en fait. Tout d'un coup, ta pub devient la source d'un mime et déclinée à l'infini, où on ne voit plus du tout ton produit, on ne voit plus du tout ton truc, c'est perçu comment? Alors, si c'est un mime qui reste, on va dire, positif, tu vois, qui est un pastiche où les gens s'amusent, mais où c'est pas une critique par rapport au produit, c'est pas un souci. Et justement, même si on voit pas forcément Volvo, dans l'inconscient collectif, on sait que c'est relié au spot de Van Damme, et donc je pense que ça continue à entretenir la notoriété de la campagne, tu vois, et donc Ouais. ça a du bon. Je dois bien avouer que en tant que publicitaire, le phénomène des mimes est très très interpellant. Et on essaye de décoder quelle est la source du succès, quelle est la formule qui fait que, à partir de finalement très peu de choses, il y a un bête contenu tout simple qui va de nouveau être relayé, repris en main, repastiché, retravaillé par chaque individu qui va de nouveau le relayer. Et ça, on aimerait évidemment que toutes les campagnes puissent être sujettes à un mime, parce que ça veut dire que c'est rentré dans la pop culture, que les gens l'ont plutôt apprécié, et donc que ça fait partie presque de leur quotidien. C'est quand même l'objectif aujourd'hui des marques, c'est de se rapprocher, pas simplement de vendre pour vendre, c'est de faire du sens dans la vie des gens. Et faire du sens, c'est pas que en disant qu'on va protéger la planète et qu'on va respecter les gens qui travaillent pour nous. C'est une dimension, mais l'autre dimension, c'est faire du sens en apportant, je pense, une valeur ajoutée en termes d'entertainment et voilà, de faire un peu de bien dans le quotidien des gens. Ça reste aussi une des missions, je pense des marques. Euh, donc ce phénomène de mime est assez C'est dingue. Ouais. pour moi, les mimes, c'est souvent comment tu peux, en un coup, résumer une idée ou une expression ou une situation. Ce qui est marrant, c'est que je me rappelle, je crois que c'est Coca-Cola qui avait détesté le mime, entre guillemets, Mentos and Coke. Et j'ai jamais compris parce que, en même temps, c'est toi, si les mecs se disaient zut, les gens vont vraiment se rendre compte que le cocaïne c'est de la merde. Bah non, en fait, tout le monde sait déjà que c'est de la merde et continue d'en boire. Donc, moi, personnellement, ça me faisait bien marrer et je trouvais bizarre que Mentos avait complètement embrassé le mouvement en disant super et que Coca-Cola, pas du tout. J'avais trouvé ça interpellant. Bref, c'est juste comme ça. Alors, avant de voir ce chat qui m'attire fort l'attention, donc, j'adore quand une pub fait what the fuck, et ça c'est clair, me fait what the fuck, et ça c'est clair, Groovebox, toi qui en plus adore consulter les Twitter en japonais, c'est les rois du what the fuck, les japonais en publicité. Mais souvent c'est du forcing alors qu'il suffit de vraiment montrer le produit. Je préfère les pubs de jeux vidéo pour ça, tu vois directement les images de jeux, c'est pas du cinéma. Ok. Par ailleurs, souvent les trop belles pubs passent à côté car on oublie le produit. Dis, t'as vu la pub avec machin? Ah oui, trop bien, mais c'est quoi le produit? C'est pas faux. Ben fait son entrée dans le chat. Et vive le rappel Twitch par mail, j'ai failli louper ça. Enfin, je suis un peu en retard. Écoute, bienvenue. En gros, on a parlé économie de l'attention, publicité. Et voilà, on est passé par plein d'aspects. Donc le résumé risque d'être un peu long. Alors, Charles Schmitt, Keyboard Cat. David. Non, écoute, c'était peut-être pour terminer sur l'aspect des mimes, quand le Keyboard 4 fait quasi 40 millions de vues, avec juste un chat qui joue du piano, et puis que les marques essayent de récupérer ça, c'est un flop. Je ne vais pas peut-être te le passer, mais il y a une marque de pistache qui a justement essayé de reprendre le mime, et puis c'est un retour de flamme sur les réseaux sociaux, parce qu'une marque reprend un élément de la pop culture et le détourne à des fins commerciales. Et c'est pas bien vu. Par contre, le contraire
est plutôt recherché, c'est que une campagne démarre et initie un mime. Et là, en effet, c'est plutôt positif. Mais donc le contraire, on doit pas trop s'y frotter. Il y a eu pas mal d'exemples comme ça. Il y a pas mal de marques, il y a pas mal de enfin oui, voilà, qui essaient de récupérer. Effectivement, je pense que la culture Internet, elle n'aime pas du tout le sentiment d'être récupérée. Et donc, si tu les laisses sans parler de la pub et jouer avec, ça, ils n'ont aucun problème. Mais s'ils se rendent compte que tu essaies de rentrer à la cool dans la bande, ouais, les gars, ne t'inquiétez pas, et qu'ils voient qu'il y a un intérêt commercial derrière, c'est quelque chose qui passe, ouais, qui passe hyper mal en fait. Hein. C'est clairement bloqué. Oui, $1 homepage, dit Thibaut, n'a fonctionné qu'une seule fois. Un concept original ne marche qu'une seule fois. Oui, tu sais pas si tu as connu ça, toi, David, et si tu te rappelles, le $1 homepage, c'est un gars qui voulait financer ses études et donc il a fait une page web découpée en micropixels. Et en gros, si tu achetais tous les pixels de sa page, ça lui rapportait $1 million et avec ça, il payait ses études au complet. Et en fait, le mec, c'était vraiment au début de la, enfin, non, au début de la, c'était je sais plus, entre 2000 et 2010, mais voilà. Et le mec a rempli sa page, mais du coup, il y a des gens qui achetaient quelques points, et puis les marques ont commencé à essayer chacune d'apparaître de plus en plus gros, mais évidemment, pour ça, il fallait acheter de plus en plus de pixels, et à la fin, le mec, il a bourré sa page, et il y avait un trafic malade, parce que les gens disaient, viens voir, le mec remplit sa page, et donc les premiers qui avaient investi gagnaient plus de visibilité que les derniers, enfin, le mec a super bien réussi son coup, mais effectivement, tous ceux qui ont tenté de le refaire se sont vautrés lamentablement. Ça, c'est aussi le problème de jouer avec la culture Internet, c'est que parfois, comme tu dis, c'est très compliqué d'en comprendre les codes. Tu peux parfois profiter, avoir un bon feeling, mais c'est pas une formule magique qui marche à tous les coups, quoi. Ça, c'est clair. ouais, ouais. Euh, et en effet, 2,7, pardon, il y a quand même Mathéus qui dit quand même 2,74 millions de vues pour Pistache. oui, oui, mais enfin, ça n'a rien à voir par rapport aux 40 millions de vues du chat qui joue du piano. Donc, voilà. Autre, peut-être un dernier exemple sur les stratégies participatives qui ont quand même aussi un succès commercial et pas uniquement un succès sur les réseaux sociaux ou un succès de partage. C'est Blendtec. C'est une entreprise qui faisait un blender quelque part dans un état des États-Unis avec très peu de budget marketing et donc finalement quasi aucune exportation. On était à l'époque pas encore sur véritablement un succès de l'e-commerce. Et le directeur marketing qui est engagé, je crois, en 2006, voit que dans le laboratoire, ils font du research and development et pour tester la robustesse des lames, ils blendent, ils mixent des planches de pain en bois. Le directeur Oui, marketing dit ça, et des il faut clubs de démontrer. golf, et des iPhones, Donc, Willy il dit, Blend, ils ont là, il y a une idée. véritable idée et il faut qu'on joue la carte participative. On va créer un mini studio dans notre lab. Le patron va mettre sa blouse blanche et il va demander aux gens sur le channel YouTube, vous voulez qu'on mixe quoi? Et le premier truc, c'était l'iPhone, le premier iPhone à l'époque. Et ça a juste explosé au niveau des vues, mais alors je crois qu'en 3 ans, ils ont fait plus 600% au niveau des ventes. Donc tu vois, c'est la preuve que aujourd'hui, en tout cas quand les stratégies publicitaires endossent le pas un petit peu de la tendance sociétale qui va justement sur la starification, valoriser le consommateur, lui donner la parole et faire en sorte qu'il puisse rentrer dans le processus créatif, mais c'est souvent bingo. Je suis pas en train de dire qu'il faut l'appliquer à toutes les marques et à toutes les sauces. C'est pas possible. Il y a certains annonceurs pour lesquels ça ne s'y prête pas. Mais ça démontre quand même qu'aujourd'hui, plus les annonceurs sont en tout cas beaucoup plus ouverts à écouter le consommateur et à adapter leur message et leur discours, ou quitte à les faire rentrer dans une partie de ce discours. Et en termes parce que la Belgique est un pays où il y a quand même beaucoup de marchés B2B, toi, tu fais les deux, tu fais que du B2C, tu fais que Donc, des soit privés ou les deux? non, 70% B2C et 30% B2B. Ah. Mais Et c'est pareil dans le B2B? Je veux dire, ou alors, entre guillemets, comment est-ce qu'on fait pour avoir parce qu'on dit toujours le B2B et le B2C, c'est des choses qui sont de plus en plus similaires, mais dans ce cas-ci, justement, euh,
ça marche comment? C'est quoi la différence? Est-ce que c'est possible, facile de les amener à bord, de les participer? Oui, écoute, là aussi, hein, les choses ont évolué. On parle plus forcément de B2B maintenant. Je sais plus qui avait écrit il y a quelques années que on était passé dans une communication human to human quand on est en B2B et que on parle plus d'une manière corporate comme on le faisait de manière très rébarbative auparavant. Donc, je pense, alors on est peut-être un petit peu moins dans le côté fun et rigolo de certaines campagnes B2C, en sachant que toutes les campagnes B2C ne sont pas non plus des campagnes fun et que l'humour n'est pas de rigueur dans toutes les campagnes et c'est pas toujours la formule la plus adéquate. Euh, mais en tout cas, bien comprendre et essayer de la valeur. Je pense que la valorisation de ton audience, elle est vraiment très importante. Et Mhm. parfois, ça va passer par la mise en avant de certains clients qui sont très satisfaits et tu leur donnes une plateforme où tu leur donnes une visibilité dans certains médias. Ils vont pouvoir s'exprimer par rapport à leur collaboration avec une entreprise et ils sont dans le trend tendance. Ben, c'est une approche qui va oui, être appréciée et qui va certainement avoir un bel écho plutôt que d'avoir simplement une page très corporate dans un journal. Tout à fait. Alors, j'ai encore deux. Alors, Ben dit l'Internet était un nouveau territoire et comme tous les nouveaux conquis, même à chaque nouveau médium ou réseau social, par exemple. Oui, effectivement. Après, le net bouge plus vite que les entreprises d'annonceurs. Souvent, quand un truc apparaît dans une pub, c'est déjà plus à la mode. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des marques qui sont championnes pour avoir entre guillemets une guerre de retard. Moi, je trouve qu'il y a quand même des marques qui sont par instinct complètement réactives. Je me rappellerai toujours d'ailleurs une que j'adore comme ça, c'est EA Sports, les développeurs de jeux vidéo. Et ils avaient sorti le Tiger Woods 2012, je crois, et donc jeu de golf. Hein, et il y avait ce qu'on appelait le Jesus Shot. Donc en fait, à un moment, ils avaient repéré un bug, c'est que quand la balle allait dans l'eau, en fait, Tiger Woods, il marchait sur l'eau et il allait jouer sa balle. Et donc les mecs avaient commencé à dire ouais, le jeu est buggy et compagnie. Et en fait, les mecs, le lendemain, enfin 2, 3 jours après, mais vraiment de façon hyper réactive, il lance une vidéo sur YouTube où tu as Tiger Woods qui joue, qui envoie sa balle dans l'eau, et puis il arrive, il retire ses pompes, il marche sur l'eau, il vient jouer sa balle, et puis il descend, ils font non, c'est pas un bug, he's that good. Tu vois, et donc ils avaient été joués complètement avec le truc. Donc je pense que de nouveau, il y a des marques dont c'est dans l'ADN et ces marques-là, à la limite, elles le font ou elles sont en relation, elles ont une organisation qui est faite pour que les chaînes de validation soient ultra rapides et donc c'est des choses qui sont faites. Voilà, je pense que c'est voilà, c'est mon côté pro-pub, ça, voilà. Quand les marques sont sincères, et je pense que ça, c'est vraiment dément, ça peut pas ne mal passer. Quand les marques sont vraiment à jouer à ça, qu'elles répondent et qu'elles s'exposent avec humour, mais qu'elles prennent ce genre de comportement, enfin voilà. Alors, Mac Pro, que j'avais pas vu avant, est arrivé, alors il est toujours très actif. Macro dit un, ce qui laisse fait supposer qu'il a plusieurs. Ah oui, deux, c'est plus tard. Je suis extrêmement curieux de savoir comment ça se passe au temps du Covid et post-Covid, on n'y est pas encore, dans l'écosystème de l'industrie. Pub, communication, marketing, Belgique, Europe et international. Deux, comment se sentent les professionnels de l'industrie en comparatif des métiers nécessaires. Alors, on va prendre ces deux questions. Complex Mac Pro est un habitué du chat et de chez Matt. Alors, d'abord, on ne va pas parler du post-Covid parce qu'on n'y est pas encore. Donc, je ne sais pas si toi, tu as déjà une idée de comment vous allez gérer post-Covid, mais comment ça se passe au Covid. Je ne sais pas si tu étais là, Mac Pro. On en parlait tantôt. Après, je laisserai David compléter ou pas. Il disait que la communication bienveillante, c'était quand même un peu limite et que de nouveau, il y avait le Covid washing comme le Covid tout le reste. Et donc voilà, on commence quand même à avoir une saturation de communication bienveillante, orientée, Z au calme et compagnie. Mais voilà, c'est pas toutes les marques. Et enfin, par rapport à cette industrie, est-ce que ça a changé quelque chose maintenant ou pas, la situation Covid dans le modèle de l'industrie, de la pub. Pour rajouter à ça, deux choses. Avant le Covid, la tendance marketing est de développer des marques qui font plus de sens dans la vie du consommateur. On parle de marques meaningful, on parle
de story doing, on parle de voilà. C'est quand même aujourd'hui comment est-ce que une marque peut apporter plus de choses. On parle de marques coach qui vont développer des apps, qui vont mettre des programmes en place qui vont permettre aux gens de réaliser leurs objectifs. Tu as envie de courir plus vite, tu as envie de maigrir, tu as envie de faire plus d'économies. Ta banque va peut-être te fournir un programme ou une application qui te permettra de faire les économies. Nike va te permettre d'avoir un coach pour t'aider à courir plus longtemps et plus rapidement sans te demander d'acheter une paire de pompes. Il y a voilà, énormément d'exemples dans le marketing où les marques ont décidé pour être considérées, il faut pouvoir apporter des choses au consommateur avant de simplement lui vendre un discours publicitaire. Et donc, on n'a pas attendu le Covid pour que le côté meaningful des marques se développe. Maintenant, il y a une prise de conscience avec le Covid qui est, dans cette crise et cette pandémie, il est normal qu'on revienne aux choses essentielles et que les marques qui, soit ont un rôle à jouer vraiment essentiel dans la société, mais soient là et affirment leur soutien et leur engagement, soit les marques qui n'ont absolument pas grand-chose à faire en première ou en deuxième ligne, qu'elles puissent également avoir un discours de bienveillance. Mais jusque quand est-ce que ça va durer ? Je pense que si on continue à avoir uniquement des campagnes qui disent on est tous derrière vous et on pense à vous, on espère que vous êtes en bonne santé, et etc. Bon, c'est très bien, c'était important que les marques le fassent. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire pour relancer l'économie ? Et ça, c'est, je pense, les enjeux de la communication post-Covid. C'est pas uniquement un discours bienveillant, c'est également réfléchir à comment apporter des moteurs et des accélérateurs de l'économie. Et moi, personnellement, alors je réponds un peu à la deuxième question, en tant qu'acteur sur le marché de la pub, jusqu'à présent, on a toujours servi les services marketing pour essayer d'amener les meilleures idées, d'essayer de vendre les produits et les services de nos annonceurs et de réfléchir aux stratégies de communication. Je pense qu'on a aussi un rôle à jouer en inventant des produits, des services qui vont permettre et qu'on va donc mettre à disposition de nos annonceurs qui vont les aider à vendre, à pallier à un manque à gagner dû à la crise économique. Et donc je pense qu'on ne doit pas juste, nous on doit évoluer, on ne doit pas juste répondre aux demandes de brief et dire on va vous développer votre prochaine campagne. On va continuer dans 80 ou 70% des cas à faire ça. On doit pouvoir générer également des solutions, des apps, des plateformes qui vont vraiment faire du sens pour les annonceurs et pour lesquels nous allons être rémunérés pour ça et dans lesquels les annonceurs vont s'y retrouver parce que ça aura une forte valeur ajoutée pour eux. Et donc voilà, je pense que ça c'est l'évolution de notre métier. Et comment elle se constitue par rapport aux métiers nécessaires ? J'ai envie de dire pas différemment qu'avant le Covid. Je n'ai jamais eu la prétention de faire un métier plus intéressant ou vraiment plus nécessaire que celui d'un chirurgien ou d'un boulanger. Okay. Donc, il faut être humble par rapport à... Voilà. Mais donc, par contre, je suis un acteur des maillons de l'économie aujourd'hui et la publicité, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, comme j'ai dit, elle est un mal nécessaire pour avoir une société démocratique et avoir des médias qui continuent à nous nourrir d'informations neutres, riches et intéressantes. Alors, je vois un point intéressant. Donc, il y a toute une discussion avec oui, mais quand ça sort en pub, c'est souvent déjà dépassé. L'autre qui dit oui, mais non, parce qu'en fait, ça c'est un truc de nerd qui se dit qu'une fois que tu vois, ça passe en pub, mais il y a plein de gens pour qui les nappes underground du buzz, même à la limite ce qui passe sur les réseaux sociaux, c'est encore complètement relevant quand ça sort. Donc, il y en a qui disent, du coup, moi, comme j'ai l'impression d'acheter rien d'original, j'achète plus rien, il faut acheter utile mais pas original, donc il y a tout un débat sur la consommation. Et là, Ben dit un truc intéressant, il dit, moi de toute façon, je suis complètement insensible à la pub, je suis hors jeu. Alors, je pense que j'ai envie de dire oui et non, parce que c'est là que la pub est subtile, et pour moi, il y a deux types de pubs, et je prends les deux exemples similaires mais différents. YouTube versus Facebook.
En fait, YouTube, pour plein de gens, ça va être un truc qui va être visionné sans être identifié, sans compte YouTube. Il y a plein de gens qui consomment ça sans. Et donc, il y a une page de pub avant. C'est presque, t'es interrompu par une page de publicité. On va, ils te mettent même un décompte, comme dirait le gars de chez Pepsi. La pub, c'est devenu tellement chiant qu'ils te mettent un décompte pour te dire combien de temps ça va durer. Et sur Facebook, en fait, la pub, comme ils te connaissent sur le bout des doigts, en fait, ils te disent même plus c'est de la pub, c'est un contenu que tu consommes. Et dans ce contenu, on va te mettre des idées en tête qui vont potentiellement, à terme, te mener à un comportement d'achat. Et ça, moi, pourtant, qui suis très sensible à ce genre de comportement, j'en suis clairement influencé plein de cas, et il y a plein de fois où je suis potentiellement même influencé sans m'en rendre compte. Alors, c'est pas vraiment de la pub, c'est plus du marketing que de la pub. Enfin, la frontière est un peu floue. Je sais pas ce que toi t'en penses, David, mais voilà. Et pour moi, ça, c'est pas péjoratif, parce qu'il y a des fois, c'est même moi qui suis demandeur, ou que, voilà, ou bien c'est péjoratif, mais je m'en rends pas compte. Mais voilà. Il y a quand même, il faut savoir que le marketing n'est pas que la pub, et on peut avoir des influences d'idées. Oui, oui, écoute, en effet, on compare des pommes et des poires, hein. Avoir une approche publicitaire sur YouTube à travers du vidéo marketing, où tu dois avoir un impact en les 5 secondes, et donc où on revient un peu à reconsidérer la manière dont on construit un spot anciennement télé, pour essayer de juste maximiser cet impact sur 5 secondes et espérer que les gens vont ne pas skipper après 5 secondes, ça reste, ça reste, ça reste une pratique publicitaire audiovisuelle. Quand on est sur Facebook, tu peux avoir cette pratique-là et tu peux mettre les mêmes vidéos sur un post ou sur un post animé, et néanmoins on rentre plutôt dans une stratégie de contenu. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est ça aussi l'évolution des agences, c'est qu'on n'est plus uniquement en train de développer euh, des campagnes et des concepts qui vont pouvoir s'exprimer sur de l'espace publicitaire qui est acheté, que ce soit un espace de 5 secondes, de 30 secondes, de 2 mètres carrés en affichage ou de 30 secondes en radio, c'est la même pratique. C'est-à-dire que tu as l'annonceur achète un espace pour qu'on puisse exprimer une idée sur le produit, et on espère que cette idée, la manière dont on explique le message, elle doit être la plus créative possible pour maximiser l'impact. Quand on est sur la pratique, ça c'est la pratique pub, quand on est sur la pratique du content, c'est pas du concept, on arrive là sur une approche un peu différente. C'est, on doit d'abord bien identifier à qui est-ce qu'on s'adresse, dans quel niveau de funnel de conversion est-ce qu'on est? Est-ce qu'on veut faire de l'awareness? Est-ce qu'on veut faire de la considération? Est-ce qu'on veut faire de la conversion? Est-ce que la personne s'est déjà intéressée à notre produit ou pas? Quel est son profil? Et donc, qu'est-ce qu'on va lui amener comme message? Et ce message va pas forcément être identique au message que tu vas mettre en vidéo marketing. Et donc, il y a une intelligence, on va dire CRM, qui est derrière, et c'est une approche de contenu. J'ai pas Tout à dit fait. que l'un Mais est mieux que l'autre, mais c'est non, deux non, métiers qui cohabitent aujourd'hui je me dans notre trompe. quotidien. C'est ton métier aussi, oui. Enfin voilà, c'est ce que tu dis. Voilà, ok. Tu réponds à ma question au moment où je la pose. On est bien d'accord que c'est aussi ton. Enfin voilà, ton métier est sorti du simple spot publicitaire. Ça fait déjà quand même un moment où enfin voilà, c'est devenu plus. Alors Mathéo qui dit, parce qu'on parle. Avant, il y a tout un débat dans le truc qui dit est-ce qu'un média peut être neutre avec la publicité et tout. Et il y a Mathéo qui dit c'est un chat d'intermondialiste ou quoi ici? Alors, Groovebox, c'est comme les fringues designers que tu achètes dans Animal Crossing. C'est marrant, c'est avec qui qu'on parlait de ça? Ah ben, c'est toi, Matière, quand on joue au basket, les mecs qui payent pour des vêtements virtuels, oui, tout à fait. Alors, Groovebox, j'ai payé pour des icônes du label de Major Laser. Donc, voilà. Tanguy, la pub comme condition de la démocratie, c'est très peu altermondialiste comme approche. Bon, il y a donc un débat, on en a parlé plus tôt du débat, et comme ça fait quand même déjà 1 heure et demie qu'on est occupé, je voudrais quand même essayer d'arriver sur la suite qui m'intéresse évidemment beaucoup, qui est le futur. Et donc dans ce monde-ci, et je ne parle pas du monde Covid, post-Covid, parce qu'on avait besoin de changer de monde avant le Covid, donc voilà. Comment est-ce que toi tu vois ou ne vois pas par ailleurs, enfin voilà, mais ton avis sur
comment est-ce que la publicité ou le monde de la publicité, là, c'est pas forcément la publicité, mais comment est-ce que toi, en tant que professionnel, hein, en tant que la personne que j'invite ici, tu penses que ce secteur, pas toi David, hein, mais donc toi le publicitaire, tu peux apporter potentiellement une pierre à l'édifice pour un monde meilleur, quel que soit ce que tu entends par monde meilleur. Tu vois, tu dis tiens, effectivement, on a besoin de changer, on n'a potentiellement pas du tout la même définition sur ce qui doit changer, mais comment est-ce que toi tu vois, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses que vous avez un rôle à jouer, si oui, lequel ou pas du tout? C'est une réponse aussi. Euh, Oui, oui, écoute, la signature de mon agence, c'est Enjoy Tomorrow. Et justement, c'est notre promesse, c'est de faire en sorte comment, dans un monde assez complexe, dans un environnement marketing qui se complexifie tous les jours parce qu'il y a d'autres pratiques, d'autres moyens, d'autres touchpoints à considérer, et que il faut trouver le juste équilibre pour un annonceur entre trouver la bonne pratique publicitaire ou de communication pour pouvoir vendre, mais en même temps trouver l'équilibre en mettant en avant l'engagement sociétal de l'entreprise pour pouvoir justement être considéré et ne pas pas se faire descendre, et donc avoir une véritable approche responsable. Euh, donc l'engagement de Enjoy Tomorrow, c'est justement ça, c'est d'apporter des conseils qui ne sont pas uniquement des bonnes idées développées par des créatifs, mais par un ensemble d'experts qui vont pouvoir conseiller, accompagner un annonceur dans le développement de campagne, dans le développement de stratégies de contenu, dans du conseil par rapport à l'approche CSR, et essayer de faire en sorte qu'on trouve justement cet équilibre pour le bien de la marque, mais également pour faire en sorte que la marque soit plus utile pour le consommateur. Bon, ça reste un peu théorique, mais je pense vraiment qu'on va sortir et qu'on est en train complètement de sortir de, notre, de notre bulle qui était purement une bulle créativo-créative où certaines agences voyaient chaque briefing comme étant une opportunité pour exploser créativement et j'ai envie de dire presque faire la course au prix en oubliant un petit peu les objectifs parfois ben, du brief. c'est ce que Mathéouche et je ne sais plus qui dans le chat disait, les fameuses pubs où tout le monde en parle et personne ne sait plus pour quelle marque c'est, tellement la pub est géniale, mais en fait, le mec s'est fait plaisir et a fait un truc qui est effectivement génial, mais pas au service d'eux, oui, effectivement. Effectivement. Que la pub est... Ah non, ça, il y a un débat dans le chat sur le discours, et donc voilà. Et ok, ben merci pour ta réponse, David, parce que c'est une vraie réponse à la question. Et l'autre point, c'est comment est-ce que toi, tu vois le futur de la publicité, et de nouveau, quelle que soit la forme que ça prenne, hein, mais c'est quoi vers où ça va, si on peut Au niveau répondre à ça. média, tu Au parles au niveau niveau, média. écoute, comme ma question était assez ouverte, en fait, je te laisse en faire ce que toi tu en veux, parce que tu auras certainement une pertinence sur un sujet plutôt qu'un autre, donc voilà. Alors, deux tendances pour moi. Il est évident qu'on doit absolument se rapprocher des médias. Et je ne parle pas uniquement des agences médias, mais qu'on puisse commencer à un peu plus réfléchir avec des éditeurs de contenu, donc à la fois dans les médias traditionnels, avec les journaux, avec des créateurs d'émissions, avec euh, des sociétés de production, pour essayer de définir des contenus à forte valeur ajoutée qui vont servir le client. Et qu'on arrive à plus de déformatage et que le paid media, comme on le connaît, je pense, va pas disparaître, mais va devenir plus anecdotique. Que par contre, toutes les stratégies de contenu hyper ciblées, hyper targetées, va continuer sa progression, et le CRM, ça va être le cœur de notre pratique de métier. Auparavant, le CRM, c'était un truc, les gens qui faisaient du marketing direct, et on se disait, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on fait de la pub et on a nos messages en grand, en affichage, et on est très content parce qu'on a trouvé de Big ID. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des colleurs de timbres et vous allez personnaliser, vous allez faire 25 lettres différentes pour vous adresser à 25
profils différents, tout ça pour mieux vendre. Mais qu'est-ce que vous faites comme métier? En fait, le digital a rattrapé en fait c'est ça, et donc les gens qui faisaient cette pratique de marketing direct sont les gens aujourd'hui qui sont dans les agences digitales et qui comprennent la valeur de la personnalisation. La revanche du direct marketing, comme. Oui. Donc ça c'est un premier élément, c'est sur comment développer plus de choses utiles et de développer de nouveaux formats en partenariat avec les médias, en venant avec une couche créative également. Bon, je ne parle pas que de simplement se mettre dans un format qui aura été acheté, non, c'est de créer un format qui va être relevant pour le consommateur, il va y trouver des choses intéressantes, pas uniquement liées au produit. Regarde l'évolution aujourd'hui du native advertising qui, dans certains pays, représente au niveau des displays, c'est plus de 50 voire 60% Est-ce des que tu peux, investissements. pour ceux qui ne connaîtraient pas, définir ce qu'est le native advertising parce que je ne sais pas si enfin, à mon avis, pour beaucoup, c'est familier, mais peut-être qu'il y en a quand même. Voilà. Est-ce que tu peux donner ta définition du Oui, native advertising? alors, le native advertising, c'est un mouvement qui est né suite au déclin des revenus publicitaires du monde de la presse, d'une part, qui est né également d'un problème d'efficacité des banners, le fameux banner blindness, où tu as beau être sur n'importe quel site, les bandeaux publicitaires, tu les zappes, ton cerveau ne les imprime pas. Et troisième phénomène, c'est l'installation des ad blockers qui se fait de plus en plus fréquent dans la plupart des pays et certainement chez la jeune génération, qui fait que même si ton cerveau n'imprime pas le banner, il passe même plus puisqu'il y a un ad blocker. Et donc, ça veut dire que c'est un problème non seulement d'efficacité des banners, c'est un problème de revenus pour les éditeurs de contenu, et donc il fallait trouver une alternative. Parce que la vente d'abonnements n'est pas suffisante pour remplir le tiroir caisse. Et donc, les éditeurs de journaux, qu'ils soient offline ou en ligne, se sont dit on va commencer à développer une sorte de rédaction commerciale. Ce ne sont pas des journalistes, parce que pour des raisons déontologiques, un journaliste ne peut pas écrire un papier à partir du moment où il y a monétisation d'un annonceur pour écrire quelque chose. C'est une évolution en fait de l'advertorial qu'on a bien connu, mais avec une vraie finalité qui est portée sur le consommateur et l'intérêt du lecteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en avant les avantages du produit en disant buvez cette eau-là parce qu'elle va vous rendre plus mince et dans le cadre de votre régime, c'est très très bien. Non, non, non. On va prendre le contexte dans lequel le produit est et on va apporter un contenu à forte valeur ajoutée pour le lecteur. Un exemple qui est l'exemple, on va dire, d'école, c'est le New York Times qui fait un deal avec Netflix pour la deuxième saison de Orange is the New Black, et il crée un contenu native. Et donc sur le site du New York Times, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte de reportage sur la condition carcérale, les conditions des femmes en prison. Et on crée pas mal de polémiques en disant, vous vous rendez compte, les salopettes oranges qui ont été inventées depuis la nuit des temps ne sont faites que pour les hommes. Que font les mères qui viennent d'accoucher et qui sont mises en prison? Comment est-ce qu'elles voient leurs enfants? Et donc, ils ont été dans les prisons, ils ont filmé du reportage, donc ils ont vraiment été amenés un contenu. Donc, toute personne qui avait vu la première saison, qui est un peu sensibilisée par rapport au thème de la série, est amenée sur un contenu quasi journalistique, mais en fait commercial, à forte valeur ajoutée, où les gens ont appris des choses, et c'est, on va dire, sponsorisé. À ce moment, on fait allusion à Orange is the New Black, et on dit, by the way, la deuxième saison va bientôt démarrer. Mais c'est à peu près tout. Et donc, il y a énormément aujourd'hui de contenu native où vous ne percevez même pas que c'est un contenu native, c'est-à-dire sponsorisé, même s'il y a une obligation de l'indiquer, parce qu'il vous apporte une vraie valeur ajoutée. Et je trouve que là, on est nouveau à la croisée des chemins, où on n'est plus uniquement en train de vendre les mérites d'un produit, on essaye de faire du sens et apporter de l'information à forte valeur ajoutée pour le consommateur. Et donc, on est beaucoup plus client-centric que product-centric à nouveau. Tout à fait. Alors, il y a Ben qui
J'entends de nouveau un écho, c'est bizarre. Alors, donc, mes années chez Ogilvy One, marketing direct, m'auront en effet servi grandement pour le marketing web, plus que les paillettes de la pub above the line. Comprendre qu'on parle à des individus avec des besoins concrets et un feedback concret réellement mesurable. Pendant longtemps, les seuls juges de la pub étaient les agences centrales et leurs clients. L'impact sur le consommateur n'était pas vraiment mesurable, avec à part les panels qui étaient quand même, voilà, qui valaient ce que ça valait, c'était pas, voilà. D'ailleurs, aucune agence ne voulait être rémunérée en fonction de l'augmentation du CA, et ça, je comprends, parce que même si la pub n'est pas mesurable, il y a tellement d'autres vecteurs qui font que sinon tu n'es jamais payé, quoi. Enfin, ou par accidentellement payé, ça ne va pas. Maintenant, il faut parler intelligemment et utile. Il y a de moins en moins de superflu, effectivement. Très rares, dit Mathéouche, sont les bons exemples comme celui de Netflix et du Time. Oui, je sais pas, enfin, je te laisserai, David, David a-t-il une idée du nombre de pubs auxquelles est soumis un Européen moyen? Alors, je n'ai pas la statistique sous la main, ça doit pouvoir se trouver, mais non, aucune idée. Et à mon avis, c'est Mais même très complexe parce qu'il y a des pubs, on est conscient. Voilà, c'est pour ça que exactement, j'allais dire exactement la même chose. En fait, c'est même pas mesurable en tant que tel, ce sera sous-évalué d'office, puisque, enfin voilà, entre les vraies pubs, les pubs éditoriales, les forwards qui au final finiront quand même par avoir un effet, je pense que c'est effectivement très compliqué. La plupart des opérations du genre sont encore dégueulasses. Alors, quelle opération, Mathéouche? Ah oui, celle avec Orange is the New Black. Il dit la plupart des trucs sont pas bien réussis, ceux qui sont faits. Il dit le Times et Orange is the New Black, c'est une sorte de parangon qualitatif du modèle. C'est ce que Mathéouche dit. Marc dit, et sur ce nombre, combien de pubs intéressent vraiment notre Européen moyen? Eh bien, je pense que même si c'est encore mal foutu, moi j'ai envie de dire de plus en plus efficace. Et en fait, autant c'est complètement logique et sur un certain point, eh bien quelque part, quitte à ce qu'on me balance de la pub, autant qu'on me donne celle dont j'ai besoin. Mais, et en fait, c'est vraiment ça mon point qui m'intéresse et sur lequel on arrive à mélanger tous les domaines. Hein. Donc, il y a l'économie de l'attention, il y a la publicité, il y a l'éthique. Et si tu regardes ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, en fait, ces mecs sont simplement des publicitaires qui ont réussi. Les mecs sont capables de te faire prendre une décision. Ça, c'est Barbara qui commence à se dire, et donc, aujourd'hui, tu peux te dire, en fait, le marketing est devenu tellement efficace avec les data qu'ils savent exactement comment ils vont faire pour te vendre le truc quand ils vont te le vendre. Et donc, en même temps, il y a une partie de moi qui a envie de dire, c'est rationnel, c'est concret, et donc c'est une bonne chose. Et en même temps, le problème, c'est que ça donne un pouvoir à celui qui voudrait s'en emparer du côté obscur, et Dieu sait si, ben voilà, Cambridge Analytica l'a fait, l'a commercialisé au plus offrant. Et donc, on est sur un spectre voilà, on est sur un spectre. C'est parce que toi, tu en penses, et on va probablement commencer à conclure doucement sur ça. Je vois, le chat ne s'arrête plus. Mais voilà, que penses-tu justement de cette espèce... On sait bien qu'il y a la convergence absolument sur tous les métiers. Tu disais, mon métier est en train de devenir de l'éditorial et de choses, et on voit bien que c'est plus large. Mais en fait, on voit aussi qu'on arrive, et c'est pour ça que je reviens sur la notion de propagande, d'influence, de bien, de mal, d'éthique, d'économie d'attention, et c'est une espèce de gros sac de nœuds, mais voilà, ça devient compliqué. Et je déteste le mot propagande parce que aujourd'hui on est vraiment, tu ne peux plus te permettre d'avoir une pratique qui tente de faire de la propagande pour un produit, pour un service. Je pense qu'on est aujourd'hui dans des métiers créatifs qui essayent d'influencer le consommateur en lui donnant un contenu qui va soit être utile, soit avoir une utilité entertainment, et qui va amener la personne à considérer la marque de manière positive. Et on va surtout faire en sorte, et peut-être qu'on est trop prudent aujourd'hui dans nos approches, et les annonceurs sont trop prudents, on va surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de bad buzz et qu'on ne froisse personne. Et donc, il faut qu'on soit politiquement correct, il faut qu'on démontre également l'engagement de la société, de l'entreprise par rapport à la société. Donc, il y a énormément de paramètres qui doivent
qui doivent être pris en compte. Et c'est donc plus uniquement le métier simple ici que c'était, ce qui était de dire j'ai des idées fantastiques pour dire de manière très très rigolote un truc très chiant sur un produit qui vaut pas un clou. Ce n'est plus du tout aujourd'hui la pratique de notre métier. Et nous avons ouais, je pense, un mot à dire par rapport aux annonceurs et pouvoir les aider à faire plus de sens dans la vie du consommateur, de par le discours, mais également de par les formats. Et je voyais que Ben parlait justement de l'utilisation des nouvelles technologies. Je pense il y a énormément de possibilités en personnalisation de contenu à travers les outils qu'on connaît, euh, à travers notamment en vidéo marketing, il y a déjà aujourd'hui des sociétés qui permettent d'analyser le contenu des séries ou du contenu vidéo et de voir quels sont les emplacements où on pourrait insérer certains annonceurs. Donc, par exemple, vous avez devant la pompe à essence l'actrice principale d'une série et elle est devant un certain type de voiture. Eh bien, c'est pas de la science-fiction. En fonction de qui va regarder cet épisode-là, on change la voiture et on ne voit absolument rien. Donc c'est vraiment. Donc on va mettre une Porsche ou une Dacia en fonction de qui va regarder. Donc ça c'est. Et quand l'intelligence artificielle se plante, ils mettent une tasse Starbucks à côté de Daenerys dans Game of Thrones. Et non, ça c'est la régie qui s'est plantée. Ouais. Non, non, tu as tout à fait raison. Et quand tu parles de ça aux gens, les mecs qui tombent par terre, enfin il y en a qui hallucinent, mais effectivement c'est très bien foutu. Il y a même cette espèce de bagnole qui est faite pour ça et qui est reconstituée en 3D. C'est une voiture qui est faite pour être polymorphe. Enfin voilà, il y a tout un matériel en développement à ce niveau-là. Oui. Alors, je t'en prie. Attends, non, et alors, le dernier truc sur les nouvelles technologies, moi, ce qui me fascine c'est l'évolution aujourd'hui de l'intelligence artificielle et des algorithmes. On est quand même sur le deep learning avec des possibilités juste incroyables. Quand on voit le deep face, ce que ça permet de faire et ce que ça va nous permettre en fait en termes de métier de publicitaire, ça c'est juste hallucinant. Aujourd'hui, via les GAN, il y a donc des réseaux d'intelligence artificielle qui permettent de produire des visages humains à partir de millions de photos et on est incapable de dire si c'est une vraie personne ou si c'est une fausse personne. Ce qui veut dire que ça permet de venir avec une alternative au casting, ça pose un problème par rapport aux droits d'auteur. Ces gens-là, est-ce que c'est uniquement en photo ou est-ce que demain, on va pouvoir les faire bouger et leur donner des mouvements assez dingues et leur faire faire n'importe quoi sans que ce soit vraiment de la 3D. Donc il y a énormément de possibles qui s'ouvrent au niveau de la créativité avec moins de temps et moins de moyens. Et donc je trouve que là, il y a une excitation également par rapport à nos métiers. Sur le deepfake, il faudrait que je te parle d'un truc, parce que j'ai une idée. Mais moi, par exemple, là, je joue à NBA 2K20, qui est un jeu de basket. Et dedans, il y a l'acteur qui joue dans Silicon Valley, il y a Idris Elba, il y a des trucs. Et en fait, je me posais la question, je me dis, est-ce que pour ce genre de truc, parce que c'est vraiment, il n'y a vraiment pas besoin qu'ils se prennent la tête, ouais, à aller jouer ce truc, c'est vraiment, il y a n'importe qui pourrait le faire. Et donc, je me suis demandé, est-ce que ces gars se déplacent dans les studios pour jouer ça, ou est-ce qu'ils ont été faire un scan dans une virtual agency de mecs qui essayent de les placer, tu vois, dans des jeux où, à la limite, tu vois, ils reçoivent le truc en disant, tiens, tu veux de basket, un truc, il dit oui, il reçoit peut-être le quart du pognon, mais il ne sait même pas bouger pour y aller, il a juste filé son image. Je me suis posé la question de savoir s'ils en étaient déjà là ou pas, parce que honnêtement, pour jouer le coach dans NBA 2K, tu prends n'importe quel figurant et toi, ça fait le job, quoi. Donc voilà, mais sur le deepfake, je pense qu'effectivement, ça ouvre des portes pour la créativité qui est géniale. Par contre, je pense que quand tu regardes le tintamarre informationnel dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, je pense que si on pense qu'on est arrivé au bout de nos peines, le deepfake va nous montrer qu'on avait tort, quoi. Là, c'est la porte ouverte, c'est le bordel intégral. Ça va être le chaos généralisé, je pense. Oui, tu as déjà des travers. Hein. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Un homme politique qui prend la parole sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment lui, c'est pas lui? Le détournement d'image de je sais plus quelle actrice
de Hollywood qui se retrouvaient dans des films porno ou Tout films à fait, le type visage, fake voilà. porn. Nathalie Portman, voilà, qui a été victime. C'est bien, c'est qu'en fait, tu pourras bientôt même te faire filmer la main dans le sac et tu pourras faire fake news, fake news. Tout le monde te dira, bah oui, en fait, c'est une 3D très bien faite. Écoute, ah oui, Flav D35, pardon, qui est arrivé, qui disait, est-ce que je peux avoir une définition de l'économie de l'attention? Alors, comme je disais au début, en fait, avec le digital, c'est l'attention des consommateurs qui est devenue une rareté et pour lequel on se bat. Et donc, en fait, aujourd'hui, on essaye de monétiser l'attention des spectateurs. Voilà. Écoute, David, je pense que oui, c'est ça. On est parti depuis 2 heures. Le temps a volé. On s'est bien amusé. Il y a eu des fluctuations dans le chat, mais globalement, tous ceux qui étaient là sont restés. Donc, je pense qu'ils se sont bien amusés aussi. Merci à vous tous. Merci à toi, David. La semaine prochaine, ah oui, 2 choses. Jeudi, j'aurai mon premier Futurimédia en anglais avec Oliver Dudok Van Hale, qui est le Head of durabilité et environnement d'un corporate lawyer firm de Londres, et qui nous parlera de ses 30 ans dans la durabilité. Et mardi prochain, c'est Marc qui était dans le chat et qui est peut-être encore là, qui est le fondateur de l'agence Netway, qui vient de sortir un livre que malheureusement je n'ai pas à côté de moi, qui est Homo sapiens, 300 000 ans d'expérience client, et qui viendra nous parler des neurosciences, d'attention intrinsèque, extrinsèque et autres. Ça risque d'être passionnant. Merci beaucoup, David, dit le chat. Tanguy avait dit Futurimédia, 1 semaine sur 2, c'est le pouvoir et le contre-pouvoir. Aujourd'hui, c'est le pouvoir. Et donc voilà. Merci à vous tous. Et surtout Merci à toi, vous. merci David de m'avoir redonné une chance et que ça y est, on l'a fait. Oui, C'est un Didi. plaisir, Raphaël. Merci Voilà. beaucoup. C'est intéressant. À plus. Et alors là, je vais vous envoyer. Où est-ce que je vais vous envoyer? Poum, poum, poum. Tiens, je vois qu'il y a Manuel Ferreira qui est en ligne. Je vais vous envoyer chez Manuel Ferreira. Tiens. Ferrara TV, c'est ça? Ouais. Voilà. Eh bien, les petits amis, passez une bonne soirée. David, Ciao. merci pour tout. Salut, salut.